Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Critflix à distance, mais c'est pas grave puisqu'on s'entend toujours très bien avec David, c'est pas du tout qu'on est fâché et qu'on ne veut plus se voir ou qu'on a des mauvaises odeurs dans le nez, c'est juste que lui est à Paris et moi je suis toujours dans notre petit cinéma de campagne, mais c'est pas bien grave puisqu'on a quand même des news, on a quand même un sujet principal, on a quand même ta chronique télévision, mais avant toute chose mon cher David, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va très bien, même si je ne suis pas un gymnaste et pourtant hier après-midi, pour toi j'ai fait le grand écart, puisque j'ai assisté à l'avant-première dans notre cinéma de Miraculous, le film, et j'ai enchaîné 5 minutes plus tard avec les dossiers RTL, les conférences à l'écran dans la tête du tueur. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, je suis passé de Ladybug et Chat Noir à Nordal Lelandais et Xavier Dupont de Ligonnès. Et bien que je ne sois pas gymnaste, eh bien sache que ce grand écart m'a tout de même plu et je suis toujours vivant. Et en plus, à l'heure où on enregistre, eh bien, chers amis, je suis à la fenêtre de mon hôtel et j'ai une vue sur la Tour Eiffel. Donc c'est parfait, et que du bonheur. Quel emplacement magnifique, dis donc, pour toi de voir la Tour Eiffel. Mais avant toute chose et de commencer cette émission, on va reprendre nos petites habitudes. As-tu une recommandation, mon cher David ? Justement, je voulais te parler de ce programme que j'ai vu hier en salle, qui est les dossiers RTL, les conférences dans la tête des tueurs. C'est vrai que c'était un programme assez audacieux, c'est-à-dire que RTL a lancé sa première conférence diffusée sur écran au cinéma. Je crois qu'elle a été diffusée partout en France hier. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres fenêtres de diffusion. Et le principe, c'est que Jean-Alphonse Richard, c'est le responsable police-justice chez RTL et qui anime l'heure du crime tous les après-midi sur RTL de 14h30 à 15h30, reçoit dans un studio deux personnalités. Alors là, en l'occurrence, il s'agissait d'une psychologue et d'un avocat et qu'ils décryptent. Ils ont décrypté 3 des affaires judiciaires les plus emblématiques de ces dernières années, l'affaire Jonathan Daval, l'affaire Nordal Lelandais et l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et j'ai beaucoup apprécié ce programme car, pour une fois, je trouve qu'on n'était pas dans le sensationnalisme tel qu'on peut l'avoir à la télé, avec des images toujours plus trash, des révélations toujours plus gore, mais au contraire, avec ces expertises d'une psychologue et d'un avocat, on allait vraiment au cœur de l'affaire, au cœur vraiment dans l'idée, dans la tête du tueur, essayer de comprendre comment le comportement de quelqu'un de lambda, c'était le principe de la conférence, un jour va réussir à basculer. C'est ce qui explique très bien les intervenants, c'est qu'au final, quand dans l'inconscient, la psychologue le dit, si je vous dis fermez les yeux, imaginez un tueur, vous allez voir un gars un peu louche qui habillé un peu salement, avec un couteau à la main, etc. Et qui va avoir un regard un peu biaisé, alors qu'en fait, quand vous êtes dans une cour d'assises, c'est des gens comme vous et moi, classiques, simples, à qui on pourrait parfois donner le bon Dieu sans confession. Donc, c'était vraiment très intéressant. Le petit reproche que je ferais, c'est que, effectivement, c'est une conférence filmée, donc à l'image, c'est pas incroyable, et on voit quand même aucune image, comment dirais-je, aucune image des protagonistes, on voit aucune image d'enquête. On ne voit vraiment que le présentateur et les deux conférenciers, ce qui fait que sur 1h40, il n'aurait pas fallu que ce soit plus long parce que à la fin, bien que le documentaire était passionnant, mon esprit chantait que hop, il s'évadait. Les images ne le captaient pas. C'était plus de la radio filmée, une conférence. D'ailleurs, c'est une conférence RTL, donc c'est normal, qu'une émission de faits divers. Alors, avec le côté positif que je vous disais, pas de sensationnalisme, mais un petit côté qui faisait et qu'on avait un petit peu de mal à rester accroché pendant l'heure 40. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très original et les conférences, c'est des choses qui manquent, notamment dans des petites villes comme chez nous, dans les campagnes. Il y a très peu de conférences finalement. Il faut habiter dans une grande ville pour pouvoir y assister. L'idée qu'on puisse assister à des conférences partout en France sur grand écran, j'adore l'idée. Eh ben c'est pas mal comme recommandation, j'espère qu'il y aura des rediffusions de ce programme-là, parce que pour l'instant c'était des séances uniques mercredi et dimanche dernier, donc voilà, on espère avoir peut-être d'autres... Ouais, d'autres conférences, si ça a fonctionné. Eh ben écoute, moi je vais rester au cinéma et je vais vous conseiller un film japonais qui s'appelle Love Life, ça sort le 14 juin, donc ça vient de sortir à l'heure où on vous parle, ou à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, puisque nous on parle un petit peu plus tôt que ça. C'est un film de Koji Fukada et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est un film qui est très sensible en prenant un sujet qui n'est pas très facile, puisque donc du coup on a une jeune femme qui a déjà un fils au Japon et qui va se remarier avec un homme qui lui n'a pas d'enfant. Donc déjà au Japon c'est une situation qui est très particulière, les beaux-parents n'apprécient pas trop ce qui se passe, le fait que leur fils n'est pas d'enfant légitime, sanguin, quoi, d'enfant à lui, mais qu'il aime ce fils-là comme si c'était le sien, et il va se passer un drame, et ce drame-là va provoquer chez tous les personnages en fait une reconstruction, une mise, comment dire,
ils vont tenter chacun de se remettre en question et essayer de reconstruire leur vie en fait depuis ce drame-là. Et donc on va suivre chacun des personnages et c'est vraiment vraiment très très intéressant. C'est un film, alors attention, c'est un film japonais. Les films japonais sont plutôt lents. C'est des rythmes qui sont plutôt posés. Donc voilà, n'y allez pas pour si vous voulez avoir une ambiance à la Transformers ou à la Marvel, forcément ça ne sera pas le cas. Mais voilà, c'est un très très joli drame. On rigole un peu, on pleure beaucoup. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très chouette. Et pour une fois qu'un film japonais autre que les gros réalisateurs connus sort comme Koreeda ou Kitano, bah, je trouve que c'est l'occasion d'y aller. Et en plus, il est disponible dans le segment Anabi. Tu sais, c'est une suite de 7 films sur 7 jours d'affilée que proposent certains cinémas. Donc tous les jours, à partir de mercredi, vous aurez un film dans certains cinémas, un film japonais proposé jusqu'à mardi prochain. Donc profitez-en si vos cinémas le font, parce que ça vous permettra de voir des petites pépites cinématographiques que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir dans d'autres circonstances. Voilà pour ma recommandation. J'espère que vous aurez l'occasion de voir ce film-là et on va passer tout de suite à nos news. Allez, pour cette news, je vais te laisser la main, mon cher David, et nous allons parler de Blu-ray, parce que le physique, c'est important, on me l'a encore rappelé cette semaine. C'est vrai qu'à chaque fois que les gens te regardent, on te dit effectivement le physique c'est important. Tu n'es pas qu'un esprit. Tourner comme ça, je t'avoue que ça peut quand même prêter à Ça, j'y confusion. avais Le même pas physique c'est pensé, tu vois. important. On me l'a rappelé cette semaine. Écoute, je ne veux pas connaître ta vie privée. On vous en a parlé sur Critflix il y a quelques semaines. L'offre Blu-ray Fnac à la demande. Le principe, vous pouviez à partir du 24 mars précommander des Blu-ray à la manière d'un crowdfunding, hein, c'est-à-dire que vous pouviez acheter le Blu-ray en avance et s'il y avait assez de personnes qui achetaient ce Blu-ray, votre livraison était validée le 24 mai et les Blu-ray livrés le 24 juillet. Alors ce sont 91 Blu-ray ou DVD qui avaient été proposés à l'achat et il y en a eu 11 côté Blu-ray qui ont été validés. Et aujourd'hui, il y en a eu 21 pardon, côté Blu-ray qui ont été validés. Et aujourd'hui, la Fnac a lancé, enfin il y a quelques jours, le 9 juin, sa deuxième salve de Blu-ray à la demande. Donc je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Alors tout d'abord, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories. Quand vous allez taper Fnac édition sur demande, la première, ce sont les titres validés. C'est-à-dire que vous pouvez acheter maintenant, comme un Blu-ray lambda, les titres qui ont été validés dans la campagne précédente. À noter que si vous les précommandez et que vous êtes porteur d'une carte Fnac+, vous aurez 5 € de réduction en plus sur votre carte qui vous fait le Blu-ray à 9,99, qui est quand même pas rien du tout. Alors, rappel de quelques-uns des 21 titres validés. Vous avez Le Dernier Samaritain de Tony Scott, Chute libre de Joel Schumacher, Contact de Robert Zemeckis, que j'ai moi-même précommandé et que j'aurai donc le 24 juillet, Tango et Cash, L'Exorciste 2, Les Associés, Rêve de Kurosawa, Before Sunrise, Le Massacre de Fort Apache, Before Sunset, Le Grand Sommeil, Signe de Night Shyamalan, La chatte sur un toit brûlant, La loi du silence, Key Largo, etc., etc. Donc ça, c'est la première catégorie. Vous pouvez acheter ces 21 Blu-ray qui ont déjà été validés, entre guillemets, par la communauté Fnac. Maintenant, il y a une nouvelle catégorie, ce sont les titres prolongés. C'est-à-dire, c'est les titres du 24 mars qui étaient presque, entre guillemets, qui avaient presque leur quota de Blu-ray achetés et qui sont du coup prolongés jusqu'au 24 juillet pour une sortie en septembre, pour une sortie en octobre, de la même manière que les nouveaux titres qui sont arrivés le 9 juin. Donc parmi ces titres qui étaient presque, il y a 8 titres en fait, hein, je vais vous les citer tout de suite. Il y a Le temps d'un week-end avec Al Pacino. Il y a Blue Chips avec Shaquille O'Neal, c'est un film sur le basket, je ne sais pas si ça te parle. Il y a Coneheads, alors rien que l'affiche du film est un petit peu, on va dire, loufoque. C'est une histoire d'invasion extraterrestre un petit peu déjantée. Les Razmoquettes en Blu-ray. Le coffret intégral Maurice Pialat, alors attention, lui il est à 99,99 ou à 59 en DVD. Et le coffret Michel Audiard à 99 en DVD ou à 120 en Blu-ray. Donc ça, c'est ceux qui étaient presque. Et donc, vous avez la possibilité d'essayer de les faire sortir. Ils ont été prolongés. Pour tous les autres titres qui n'ont pas été validés, malheureusement, c'est terminé. Pour le moment, après, on n'est évidemment pas à l'abri qu'un jour, ils relancent la machine. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est terminé. Concernant la nouvelle campagne du 9 juin, alors, il y a une campagne DVD et une campagne Blu-ray.
Et alors là, attention, les ambitions ont été revues à la baisse, hein. Je vous parlais tout à l'heure de 91 films, enfin en 91 produits proposés. Il y en a 11 en DVD et 11 en Blu-ray, Ah oui. soit seulement 22 produits. Et effectivement, il y en a beaucoup qui sont passés à l'as et je pense que Fnac a voulu faire attention à ce niveau-là. Donc, pour commencer, pour ceux qui regardaient TF1 dans les années 90 ou début des années 2000 le samedi après-midi, vous avez l'intégrale de la série Hercule. Je ne sais pas si ça te parle. Ah bah oui, oui, Euh, le spin-off Hercule, de Xena la guerrière, ou l'inverse, je ne sais plus. exactement, ouais, c'est le spin-off de Xena, tout à fait. Donc, vous pouvez avoir l'intégrale de la série avec en plus 5 téléfilms inclus, hein, les 5 téléfilms, donc c'est vraiment l'intégrale de l'œuvre pour 64,99. Point de vue DVD, vous pouvez aussi avoir Le Village de Night Shyamalan, Oui. très bon film, hein, que j'aime beaucoup. À tombeau ouvert de Martin Scorsese. Copland de James Mangold, on va beaucoup en parler de James Mangold dans Ah bah quelques temps. Copland que tu n'as pas vu, tu vas pouvoir le précommander. Et ben pourquoi pas, ouais, mais c'est en DVD, c'est pas en Blu-ray. Ah Euh, mince. pour, pour info, les DVD sont en précommande au prix de 9,99. Ok. Et donc, mais il y a avec aussi 5 euros de réduction sur la carte, Ah qui ouais, vous donc ça le permet fait à d'avoir le 5 DVD. euros. Ouais, ça le fait à 5 euros. Ceux-là, je pense que je vais les précommander. Hot Shot 1 et 2, Ah, comédie avec Charlie Sheen. C'était. Alors, je pense que je m'en souviens pas très très bien. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait du mal à passer parce que c'était peut-être. vraiment humour peut-être des années 90, mais en tout cas, j'adorais ça à l'époque. Et vous avez Les gens de Dublin de John Hudson, par exemple, ou Faux semblant de David Cronenberg, mais celui-là, je l'ai déjà. Et enfin, on va passer aux 11 titres Blu-ray, à commencer par un steelbook. C'est assez original parce que ça veut dire que Fnac va devoir se lancer dans cette fabrication un peu plus coûteuse qu'un Blu-ray classique. Et le steelbook, c'est Dog Soldiers de Neil Marshall avec Sean Pertwee, Liam Cunningham et Craig Conway. Je ne sais pas si ça te parle. Pas du tout. Moi non plus. C'est une unité de 6 soldats anglais qui effectuent un exercice militaire de routine dans une nature sauvage en Écosse, mais Ok. qui vont découvrir les corps ensanglantés d'un autre bataillon. Ils n'ont plus de munitions, la radio répond pas. Donc, le sous-titre du film, c'est Pleine lune, point d'interrogation, la chasse est ouverte. Bon voilà. Voilà pour ce film. Vous avez, alors c'est assez original aussi, la saison 13 de Doctor Who en Blu-ray. C'est celle avec Jodie Whittaker. C'est ça, Jodie C'est Whittaker, ouais. assez surprenant parce que Doctor Who, c'est quand même une série super populaire et Hmm. on sait que toutes les anciennes saisons étaient sorties en DVD et en Blu-ray, mais là, on voit bien que ça montre bien que on se pose de plus en plus la question de fabriquer Ouais, des supports ouais. physiques. Et donc, pour info, c'est 24,99. Et là aussi, vous récupérez 5 euros en bon d'achat. En autre Blu-ray, il y a Cocktail avec Tom Cruise, Ah, il est pas mal. euh, C'est avec le sympathique. fameux Kokomo des Beach Boys, hein, la chanson emblématique du film. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Il y a Lady Hawk avec Matthew Broderick et Michelle Pfeiffer. C'est Honnêtement, j'avais commencé de regarder ça à une époque, c'était vraiment pas terrible. Ça s'inspire en fait d'une légende surnaturelle du Moyen Âge. C'est pseudo science-fiction, c'est pas terrible, terrible. Vous avez Lincoln de Steven Spielberg que j'ai pour le coup Ah moi en oui. Blu-ray, je l'avais acheté à l'époque, que j'aime beaucoup. Vous avez Le Règne du feu avec Matthew McConaughey et Christian Ah oui. Bale. Personnellement, je l'ai jamais vu. Je sais pas si tu Sur les l'as vu et si dragons, tu c'est le ça? connais. Non, c'est ça, dans le Ouais, futur. c'est ça. Ouais. Vous avez Le Criminel. Ça, c'est un film cultissime d'Orson Welles. Faux semblant, encore une fois, de David Cronenberg, Les gens de Dublin de John Huston, et surtout, 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 à peine je les ai vus qu'ils vont être précommandés, je ne l'ai pas fait encore, mais je vais le faire très bientôt. C'est fou, mais je savais qu'il n'était jamais sorti en Blu-ray en France et j'attendais ça avec extrêmement d'impatience. C'est le diptyque Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. Quand on vous a parlé de ces films dans notre émission de Noël, rappelez-vous, je vous avais dit que beaucoup de gens attendaient de les voir parce qu'ils étaient sortis qu'en C'est DVD vrai. il y a déjà quelques années. Ils sont encore disponibles, on peut les trouver, ils ne sont pas en rupture de stock, mais pas forcément très évident de les trouver, mais ils ne sont jamais, jamais sortis en Blu-ray chez nous. C'est fou. C'est fou parce que Ouais. c'est vraiment culte, hein. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de films finalement qui sont comme ça. Donc voilà, c'est les 2 derniers films que je vous avais gardés pour la fin. Une offre plus resserrée, donc peut-être plus, il y a plus de chances de voir aboutir avec peut-être des titres un peu plus emblématiques. En tout cas, moi je vais continuer de soutenir le support physique et vous l'aurez compris, commandez au moins les deux mamans, j'ai raté l'avion. Cocktail me tente bien, j'avoue aussi, parce que j'aimerais bien le voir, ça doit être un peu kitsch et voilà. Et puis en DVD, je pense que je ne passerai pas à côté des deux Hot Shots, ne serait-ce que pour pouvoir les revoir et me rappeler pourquoi je rigolais autant quand j'étais petit.
D'ailleurs, je Ouais, suis pas sûr que j'étais censé voir ça petit. c'est possible qu'il y ait des blagues qui normalement sont pas faites pour toi à cet âge-là, ouais, effectivement. C'est possible, je me rappelle, c'est mon oncle qui avait la cassette et je l'avais piqué dans son meuble, je l'avais ramené chez moi et j'avais regardé sans l'autorisation de mes parents. C'est pas bien. Mais à culpa, je m'excuse si jamais ma maman m'écoute. Eh ben écoute, moi ma news, j'ai fait une spéciale animation parce que vous n'êtes pas sans le savoir, c'est le festival d'Annecy qui a commencé d'ailleurs, hein, voilà, avec malheureusement un drame dont on évitera de parler dans cette émission puisque ça n'a aucun rapport avec le cinéma. Mais voilà, j'avais fait une petite news, trois petites news d'animation qui vont arriver. La plus proche, on l'avait vu, mon cher David, je t'avais envoyé le message, c'est Skull Island qui arrive sur Netflix, Ouais. une série d'animation dédiée à la fameuse île de Kong, Skull Island, du coup, donc ça se passe un petit peu plus tard que dans le film, et une équipe va se retrouver par hasard sur l'île de Skull Island et va croiser le chemin de Kong. D'ailleurs, j'ai vu Godzilla vs Kong et il faudra qu'on en parle. La deuxième news, c'est France C'était Télévisions. donc toi le spectateur d'hier soir? Oui, C'était toi le seul on va revenir spectateur? dessus. On va revenir dessus. Donc le deuxième film d'animation, c'est Les Bergères Guerrières qui a été commandé par France Télévisions. On n'a pas encore d'idée sur la chaîne de diffusion. Il est fort probable que ça soit, à mon avis, France 4 Culture Box, puisque la plupart des films d'animation sont sur cette chaîne-là. Ça arrivera du coup courant normalement 2024. C'est une BD donc qui date de 2022. Et la dernière annonce concerne les plateformes, puisqu'une série Angry Birds a été commandée par Rovio Entertainment. C'est une série du coup qui parlera de petits oiseaux et de cochons qui se perdent sur une troisième île mystérieuse et qui vont devoir y survivre. Donc tout ça sera disponible sur Prime Video en 2023. Voilà, c'est des infos qui sont très très courtes, mais ça vous permet de un petit peu prendre la température de l'animation en France, sachant que Kong Skull Island va être plutôt pour un public adolescent, voire adulte, Bergère Guerrière grand public, et la série Angry Birds plutôt pour les tout petits. Donc voilà, à savoir que Angry Birds a été commandé pour le compte de Prime Video et pour une plateforme apparemment à part qui s'appelle Amazon Prime Kids Plus, qui est disponible aux États-Unis et qui, nous, à mon avis, doit être directement inclus avec la plateforme Prime quand vous vous connectez à votre compte Kids directement sur la plateforme. Voilà. Donc je sais pas si toi ça te tente, je sais pas si tu connais les Bergères Guerrières. Moi j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps. Apparemment ça a énormément de succès. C'est quand même fou, je suis en train de me dire que si une plateforme elle a pas maille ou max ou plus, on a l'impression Oui, qu'il faut toujours rajouter ces mots comme ça, quoi. je suis d'accord. Non, les bergères guerrières, j'en ai jamais entendu parler. Par contre, je suis très hype par Skull Island. J'ai toujours pas supprimé mon abonnement Netflix parce que Ah, madame continue de regarder. Mais le problème, c'est que comme on n'habite pas encore ensemble, bah, ça va et oui. vite devenir compliqué parce que je pense que Netflix va nous dire non, mais vous êtes bien sympa, mais il va falloir arrêter. Mais il y a beaucoup de choses qui me tentent là sur Netflix en ce moment. Donc, merci d'éviter dans tes news de me continuer à me faire dépenser 13 € par mois. Ce serait sympa. Oui, c'est vrai que c'est de ma faute si tu payes les deux écrans, bien évidemment. 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 Euh, On vous a pas parlé du sujet principal, mais en fait on vous a prévu, alors de dernière minute, un tout petit sujet, hein, vraiment on va y aller très très vite. En fait, étant donné qu'on n'avait pas de grand sujet principal, il se passe pas grand chose pour l'instant, on est un petit peu dans le stand-by. Je vais vous parler de façon très succincte de l'exploitation cinématographique, finalement le cinéma, comment ça marche, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se posent la question et qui ont peut-être des idées un peu erronées sur l'exploitation cinématographique. Donc on va vous expliquer tout ça dans notre sujet principal, c'est parti. Alors, chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que David et moi, nous faisons partie d'une association qui tient un cinéma. Voilà, c'est un cinéma associatif dont je suis employé, et donc David y est le vice-président. Et finalement, le cinéma, comment ça marche, comment arrivent les films, comment on les exploite, ça coûte combien, et c'est fait avec quoi? Eh bien, écoutez, s'il fallait y aller assez rapidement, vous le savez, il y a un système de production. Donc cette production, elle va... Alors attention, c'est vrai que souvent les gens pensent que la production, ce sont des personnes qui ont énormément d'argent, qui vont prendre sur leur compte en banque, qui vont mettre énormément d'argent dans un film, et qui ensuite vont essayer de leur vendre au plus offrant ou avoir un pourcentage. Ce n'est pas ça. La production, parfois il y a des tout petits producteurs qui n'ont pas énormément d'argent, mais qui vont aller faire le tour des systèmes de financement, qui vont aller chercher des publicités, qui vont trouver des personnes qui vont vouloir financer le film ou mettre de l'argent à l'intérieur et qui vont vouloir le créer. À la suite de ça, arrivent les distributeurs. Les distributeurs sont des personnes qui vont s'occuper de la communication, de la création physique du support pour le film,
ou de la création numérique d'ailleurs, du support pour le film, et qui vont s'arranger avec les exploitants pour décider du nombre de séances, du nombre de copies, etc., etc. Donc c'est eux qui vont vraiment s'occuper de la partie intermédiaire entre le moment où le film est fini et le moment où il arrive dans la salle. Il faut savoir que certains distributeurs offrent des sommes d'argent, proposent des sommes d'argent pour financer en partie le film avant qu'il ne soit créé. Des distributeurs aussi parfois, comme à Cannes par exemple, qui vont aller dans des festivals pour aller acheter des films qui sont déjà faits et qui vont se retrouver en salle après alors qu'ils ont été vus. France Télévisions, on en a parlé avec Manuel Alduy, ça leur arrive de faire des financements sur scénario, parfois des financements sur visionnage et parfois des financements tout simplement sur des dossiers qui ne sont même pas encore finis. Donc voilà, ça ce sont des systèmes de distribution et de production qui sont relativement différents, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut finalement à ce niveau-là. On en arrive à l'exploitation, le système le plus intéressant pour nous parce que c'est celui qu'on connaît le mieux. Je vais éviter de faire des erreurs. Donc dans ce que je vous ai dit avant, il y a peut-être des choses qui sont fausses, mais normalement ça fonctionne à peu près comme ça. Tu me corriges mon cher David, mais je crois que c'est à peu près ça. Je valide. Ok, David, voilà. Voilà, il valide en vidéo et il valide en audio. Donc moi je suis exploitant, j'ai donc une cabine de projection et une salle de cinéma. Et nous avons donc notre président d'association qui s'occupe aussi de ce qu'on appelle la programmation. Il va être le contact entre tous les distributeurs qui proposent des films et les salles de cinéma. Lui, il en a 3. Parfois, il y a des programmateurs qui s'occupent, par exemple, de tous les CGR Île-de-France, de tous les CGR Région de Lyon, de tous les UGC du sud de la France, etc., etc. Ces programmateurs, donc, du coup, vont appeler ou se faire appeler par les distributeurs pour organiser les séances et organiser le nombre de semaines que vont rester les films à l'affiche. Le plus simple est de vous expliquer, du coup, pour une grosse distribution, on va prendre l'exemple de Fast and Furious 10 chez Universal. Chez Universal, ce qui s'est passé, c'est que Fast and Furious 10, nous avons été au courant de la date de projection de début du film, qui se situait vers le mois d'avril, je crois, c'est ça, voilà, mi-avril. Et le 21 mai. C'était le 21 mai. Je suis allé si loin. Le 20 mai. Ouais, c'était dans ces eaux-là. Oui. Bah, c'est simple, c'est le... Non, je vous dis une bêtise. C'était le jour de l'Ascension 2023. Donc c'était le 17 mai. Le 17 mai. C'était le 17 mai, donc ouais. nous avons appris que Fast and Furious 10 allait sortir le 17 mai, quelques mois en avance. À partir de ce moment-là, nous sommes rentrés en contact avec Universal, ou en tout cas avec la personne qui est en contact avec nous chez eux, pour organiser une sortie nationale. À ce moment-là, le gars nous dit « D'accord, mais combien vous allez faire de séances ?» Bah écoutez, on n'a qu'une seule salle, c'est compliqué. Normalement, sur ce genre de film-là, le distributeur, sur un multiplex classique, va proposer ce qu'on appelle un plein programme. C'est-à-dire que le film va devoir être diffusé toute la journée, dans une salle, ou dans plusieurs salles, mais il faut absolument que pendant 2 semaines, le film soit proposé à chacune des séances du cinéma dans la journée. Nous, c'est pas possible, on n'a qu'une seule salle, il faut forcément qu'on diffuse d'autres films pendant la semaine, c'est pas gérable. Donc, on s'est associé avec un autre cinéma qui est proche de chez nous, et qui, virtuellement, on va le dire comme ça, se propose d'être notre deuxième salle. On se partage la copie, ça nous permet de faire 6 séances par semaine chacun, ce qui fait 12 séances en tout, ce qui représente à peu près ce que peut faire un plein programme dans un cinéma un petit peu plus grand que le nôtre. Ça nous permet d'avoir la sortie nationale chez nous. On a comme condition de proposer le film pendant 2 semaines à 6 séances, et ensuite de baisser le nombre de séances, mais en le gardant un minimum de 4 semaines, je crois, en plus des 2 semaines en plein programme. C'est une règle qui n'est pas générale, mais c'est une règle qui s'applique la plupart du temps quand on demande une sortie nationale. À partir du moment où le film, on considère qu'il n'est pas assez important pour attirer assez de monde en sortie nationale, on va le prendre un peu plus tard après sa sortie. 3 semaines, 5 semaines. Plus on va le prendre tard, moins on nous imposera de séances sur la semaine où on va vouloir le diffuser. C'est important de le rappeler parce que nous, encore une fois, nous sommes un cinéma associatif, nous ne sommes pas ouverts de 11h à minuit, on a 3 à 4 séances grand maximum dans la journée, donc il faut qu'on puisse passer un maximum de films. Comment on passe les films ? Bah tout simplement en les recevant par internet ou en les recevant en disque dur, on les insère dans un serveur, ce serveur s'occupe de répartir l'image dans le projecteur et le son dans les enceintes. Je vous fais pas le topo technique, ça sert à rien, si vous voulez un jour on fera une émission, vous me dites en commentaire ou vous me parlez sur Insta. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne au niveau technique, n'hésitez pas, on fera un petit TikTok ou un réel ou peut-être un live Instagram pour que je vous explique et que je vous montre la cabine, à la limite ça peut être intéressant, mais je vais pas rentrer dans les détails techniques. À partir du moment où les tickets sont vendus, il faut bien que le distributeur puisse ramasser sa part. Lui, il a mis de l'argent dans de la publicité, il a mis de l'argent dans le financement du film, il faut à un moment qu'il gagne de l'argent. Comment il gagne de l'argent ? Il ne nous loue pas le film, il ne nous fait pas acheter le film, il va nous demander un pourcentage sur la vente du billet. La plupart du temps,
c'est 50%. 50% pour nous, 50% pour eux, à savoir 50% hors taxes. Attention, il y a des taxes. Nous, on a aussi des frais divers et variés, etc. Sur un ticket de cinéma, on touche entre 12 et 20% selon, par rapport déjà aux 50% qui ont été donnés. Donc vous imaginez bien que les augmentations de tarifs en France ne sont pas dues que à l'augmentation de l'exploitation, mais aussi peut-être à l'augmentation des demandes des distributeurs de pouvoir gagner de l'argent, et que si vous payez 12 € votre place de cinéma, il n'y en a déjà que 6 qui reviennent au cinéma où vous êtes, 6 pour le distributeur, et ensuite on enlève tous les frais divers et les taxes, celles qui vont au CNC, celles qui concernent la TVA, etc. etc. Donc il n'y a pas énormément d'argent qui rentre dans la place de cinéma, et c'est aussi pour ça qu'on essaie de vous vendre de la confiserie, c'est que la confiserie, elle, derrière, il y a énormément de bénéfices qui sont faits dessus, et ça permet de rattraper un petit peu le tout. Tu m'arrêtes si je me trompe, si j'oublie des trucs, hein, David. Je rajouterai quelques petites choses sur la distribution des films sur les semaines, mais vas-y, Non, mais continue vas-y, ton je préfère exposé. parce que du coup, après, sinon, on va s'éparpiller, donc vas-y, rajoute. Non, ce que je veux rappeler quand même, c'est que déjà très souvent, point de vue distribution de films, tu l'as dit, c'est plutôt les semaines impaires. C'est-à-dire qu'un film en sortie nationale, on doit le garder souvent 2, 3, 4, 5 semaines, mais certainement 2 semaines. Quand on prend un film en troisième semaine, 9 fois sur 10, on est obligé de le garder en quatrième semaine, ce qui fait qu'on obtient à 99% des cas jamais de films en deuxième ou en quatrième semaine. En général, c'est première et troisième. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'un distributeur qui élargit son nombre de copies avant la cinquième semaine doit payer une taxe supplémentaire au CNC. C'est la loi du 30 septembre 2010 qui impose ça. C'est pour ça qu'un distributeur est obligé, entre guillemets, de nous proposer son film en cinquième semaine si on le demande, sauf cas extrême où on tend à une sixième semaine parce que vraiment, ce sont des tout petits films qui sont très peu distribués. Mais c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de salles mono-écran, dans beaucoup de salles d'arrêt essai, vous avez des films qui n'arrivent dans vos salles qu'en cinquième semaine. C'est pour ça que ça peut paraître un peu tard parfois, mais encore une fois, si les distributeurs le sortent, élargissent leur plan de sortie avant la cinquième, ils payent une taxe. C'est pour ça qu'on est quasi certain à 100%, quand on est exploitant de cinéma, d'avoir un film en cinquième semaine. Je rappelle que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais cinquième semaine, ça veut dire 4 semaines après la sortie. Que sortie nationale, c'est semaine de la sortie, donc un film en deuxième semaine n'est sorti que depuis une semaine. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais quand on dit une cinquième semaine, hein, c'est comme quand vous comptez les années, si vous comptez 2020, 2021, 2022, 2023, bah 2023 c'est la quatrième année du siècle parce que vous allez compter, c'est la quatrième année on va dire de la décennie, pardon, parce que vous allez compter 2020. Le zéro compte. Bah, en exploitation cinématographique aussi c'est pareil. C'est pour ça que souvent quand les gens disent ah ouais troisième semaine, ça nous arrive, hein, troisième semaine pour le prochain Disney, ça fait loin. Troisième semaine, ça veut dire 15 jours après. Hein, c'est le début de la troisième semaine d'exploitation. Donc, c'est pas si loin que ça, mais c'est important vraiment de noter ça parce que très, très, très souvent, on compte plus le nombre de fois où on nous dit ah, pourquoi vous n'avez pas ce film en sortie nationale? Ah, pourquoi vous n'avez pas passé ce film plus tôt? Des fois, c'est difficile de répondre calmement et patiemment parce qu'on explique 1000 fois la même chose. Mais bon, c'est le jeu du métier d'exploitant cinématographique, c'est d'expliquer aux gens, de répéter que c'est pas nous qui décidons de la date et que la contrepartie d'une sortie nationale, c'est toujours un nombre de copies élevé et ce sera toujours au détriment d'autres films. Voilà, on le sait. Là, on a eu la sortie nationale de Fast and Furious, on a eu Les Gardiens de la Galaxie en face, en même temps, en troisième semaine, bah, ça faisait pratiquement plus de place pour d'autres films. On va avoir Indiana Jones le 28 juin, ce qui fait qu'on n'aura pas Elementary et Miraculous en même temps, donc on n'aura pas Elementary, par exemple, en sortie nationale. Il y a toujours des films qui pâtissent de la sortie nationale d'un autre. Donc, on se réunit toutes les 3 semaines pour faire notre réunion de programmation et notre grille de programmation, et c'est un vrai jeu de Tetris, hein, d'arriver à tout faire rentrer. Ouais, complètement. Et donc, il faut savoir que l'avantage, si on garde le film très longtemps, donc à la base, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on paye 50% de chaque place de cinéma, mais plus on va garder le film longtemps, plus on va pouvoir négocier avec le distributeur pour avoir une part importante. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher 50%, on va en toucher 60, 70, grand maximum 70. La plupart du temps, ça ne va jamais au-delà. Mais voilà, si on garde un film 4, 5, 6 semaines, on va pouvoir négocier avec le distributeur pour pouvoir baisser sa part à lui. Il faut savoir que souvent, ces plans de pourcentage, ce qu'on appelle les bordereaux, ces pourcentages-là sont négociés à l'avance dans les multiplex, c'est-à-dire que vu qu'il y a énormément de salles qui vont qui vont exploiter le film en même temps, on peut déjà à l'avance, en tant que grand multiplex de grandes firmes comme UGC, CGR, etc., on va pouvoir dire à Disney ou à Universal, bah écoute ton film je le prends pendant 3 semaines à 50%, et la 4e semaine par contre tu le passes à 40%.
Nous, petits exploitants, c'est un petit peu plus aléatoire. Ça va dépendre du nombre d'entrées du film, ça va dépendre si le distributeur veut qu'on le garde un peu plus longtemps, si voilà. Il va y avoir plein de conditions différentes. Parfois, le distributeur refuse purement et simplement. On a eu le cas il n'y a pas très longtemps, je ne dirai pas qui, je ne dirai pas pour quel film. On a gardé le film extrêmement longtemps, c'est un film qui a eu beaucoup de succès, mais malheureusement, on n'a jamais pu passer en dessous des 50% pour le distributeur. Il a toujours voulu qu'on reste à 50%. Voilà, ça dépend. Ce même distributeur nous a parfois autorisé à descendre très vite, à monter très vite à 60%. Ça dépend vraiment des films en règle générale, mais il faut savoir que voilà, on peut négocier le pourcentage qu'on reçoit d'un ticket de cinéma. Voilà, je pense que c'est à peu près tout sur le sujet. C'est un sujet qui est assez court à expliquer dans son ensemble. Si ça vous intéresse, que vous voulez en apprendre plus sur l'exploitation cinématographique, vous nous le laissez en commentaire, vous nous le dites, et puis on pourra vous faire un autre sujet sur l'exploitation, comme je vous disais, le côté technique, peut-être les achats et les ventes d'affiches par exemple, ou justement comment on décide de la programmation. Ça peut être hyper intéressant d'en parler tous ensemble. Donc écoutez, voilà pour ce sujet principal qui a été monopolisé par ma douce voix, mais de toute façon c'est la tienne qui va monopoliser maintenant l'attention, puisqu'on va passer à ta chronique télévision. Allez mon cher David, on passe à ta chronique télévision. Quelles sont les audiences de ces derniers jours? Et j'en ai vu passer celle d'hier, dimanche, parce que oui, nous enregistrons le lundi, et bon voilà, tu vas nous en parler. Bah non, du coup, vu que tu sais, ça m'intéresse. Non, je sais pas. Bonsoir à tous et à bientôt. J'ai pas regardé les chiffres. Alors, mardi soir, la semaine dernière, on enregistrait Critflix. Ouais. Et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé regarder Escale à 3 sur Énergie 12, à 3 TROIS, pas TROYES. Je vous avais dit ce téléfilm inédit avec Alessandra Daddario qui était diffusé pour la première fois à la télé. Eh bien, j'aurais vraiment dû le regarder parce que je pense que Énergie 12 était à un téléspectateur près, puisqu'une fois n'est pas coutume. Je vais vous parler du dernier de la grille des audiences, et c'est Escale à 3 qui n'a fait que 90 000 téléspectateurs mardi dernier. Alors ce soir, si on n'était pas ensemble sur Critflix, je serais non pas en train de regarder Mission Pays Basque sur TF1, on enregistre le lundi 12 juin, mais je serais en train de regarder Julien Courbet avec ses fameuses résolutions d'affaires en direct. Vous en avez parlé la semaine dernière, c'est ce soir sur M6. J'espère pour Julien Courbet et pour M6 qu'ils font plus de 90 000 téléspectateurs. En tout cas, énorme flop pour Énergie 12, dernière chaîne. Vous avez un petit peu plus haut Titeuf sur Gulli, Bad Moms 2 qui a fait 260 000. C'est quand même bien plus important. Et puis Tandem, vous en avez l'habitude, un Tandem en tête le mardi soir, 4,3 millions. C'est encore une fois bien devant Koh-Lanta. Mercredi dernier, nous étions le 7 juin. C'est France 2 avec son téléfilm Disparition inquiétante qui arrive en tête. À 2,8 millions, devant Top Chef 2,2 millions, puis Grey's Anatomy, toujours à 2 millions, ça décolle pas, malgré le fait que la saison avance. Et puis Déraciné des ailes et Mongeville, Déraciné des ailes 1 570 000, Mongeville 1 135 000. Et côté cinéma, c'est Grâce à Dieu, un très beau film sur Arte qui fait 850 000 téléspectateurs. Juste devant, il faut noter quand même la très belle place parce que ils sont, alors attendez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e, la très belle place de Énergie 12 justement, avec Baby Driver, et c'est 640 000 téléspectateurs. 640 000 pour Énergie 12, c'est beaucoup. C'est 7 fois plus que la veille avec Escale à 3. Ça montre bien que c'est pas la chaîne qui rebute, pas la chaîne qui rebute, mais c'est plutôt les programmes. Mais ce serait peut-être temps qu'ils rebootent d'ailleurs. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, très beau score. Et puis Burn After Reading qui fait 310 000 sur C-Star. On va passer au jeudi soir, là vous le savez, c'est encore HPI en tête, avec des audiences même qui montent. 7,5 millions de téléspectateurs, donc très beau score pour HPI. À la deuxième place, c'est Indiana Jones, c'est le Temple Maudit, alors qui est en baisse par rapport aux Aventuriers de l'Arche Perdue. L'Arche Perdue avait fait un peu plus de 2 millions, là on est à 1,8 million. Il faut dire que moi, le premier, je ne le trouve pas forcément très grand public et très accessible, ce Temple Maudit. Je sais que pour beaucoup, c'est leur préféré, mais moi, c'est avec les Crânes de Cristal, même si je préfère pas en parler de celui-là, mais c'est celui que j'aime un peu moins. Indiana Jones, c'est le Temple Maudit, donc 1 889 000. C'est quand même pas mal du tout. C'est devant France 3 avec Jugé Coupable et devant Envoyé Spécial, qui fait d'Indiana Jones le deuxième film de la soirée. À noter que avec HPI qui fait 7,5 millions, de toute façon, les scores à côté ne peuvent être que petits. Il reste pas grand monde. Ouais, c'est ça, ouais. Sur C8, c'est le premier film de la TNT, c'est Le Petit Monde de Don Camillo. On sait que les films de patrimoine, ça marche, avec Fernandel, 629 000.
à tout touche, comme on dirait, avec le transporteur qui est à 612 000. Donc l'écart est Ah, vraiment, bien. l'écart est vraiment très proche entre les deux chaînes. TF1 Série Film est devant Arte. Alors Arte, c'est Countrymen. Il paraît qu'elle est très bien cette série. J'ai pas eu l'occasion de la voir. TF1 Série Film est devant avec le film Wonder, qui a plutôt bien fonctionné avec ses 440 000 téléspectateurs. Et à noter qu'Énergie 12 est avant-derrière, 110 000 téléspectateurs pour Matt Pokora à cœur ouvert. Et à la dernière place, Gulli qui ne fait que 70 000 téléspectateurs. C'est vraiment Waouh. très très bas hein, Ah ouais, c'est vraiment pas beaucoup, hein. avec BattleBots, le choc des robots. Vendredi soir, c'est une soirée très instructive puisqu'il y avait plein de choses intéressantes à analyser, même si je ne vais pas vous dire quelque chose de très incroyable à la première place. C'est Tropique Criminel, comme tous les vendredis. 4 millions d'œufs, ça cartonne, ça explose tout, 23% de part de marché. C'est énorme. À la deuxième place, The Wheel, le cercle des sept. C'est le fameux nouveau jeu présenté par Nouveau Arthur, jeu, ouais. Ouais. qui apparemment a coûté très cher et qui à 2,6 millions, eh bien, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à quelque chose de plus flamboyant, mais c'est franchement pas si mal que ça. Je suis très heureux de vous annoncer qu'à la troisième place, c'est Jungle Cruise, Mhm. qui en part d'audience est même deuxième. Il fait mieux que The Wheel, Jungle Cruise. Il fait 2 millions, 2 333 000, pardon, 2 331 000 téléspectateurs, qui fait l'une des meilleures, voire la meilleure audience cinéma d'M6 de ces dernières semaines. Donc ça a vraiment marché. Et alors, c'est pas un carton, c'est vrai que s'il était passé un dimanche soir sur TF1, je pense qu'on aurait pu s'attendre à un bon 4 Ouais, millions, hein, mais complètement. on rappelle que, point de vue droit télévisuel de chez Disney, TF1 a les droits Star Wars et Marvel, et M6 a les droits Disney Cinéma et Disney Animation et Pixar Animation. Jungle Cruise étant un film Disney Cinéma, c'est eux qui ont les droits. Du coup, je me pose une question, c'est le prochain Indiana Jones. M6 a les droits du 1 au 4, donc théoriquement il devrait avoir le 5, mais sachant que TF1 a les droits de Star Wars et donc des Lucasfilms récents, Ah oui. je ne sais pas du tout où va atterrir le cadran de la destinée. Est-ce que ce sera M6 ou TF1? Ce sera à suivre. Il n'est pas aussi impossible que le film sortant le 28 juin, donc on a le temps, hein, ce sera Ouais. à l'été 2025 qui passera à la télé, mais entre-temps, TF1 pourrait racheter les droits comme ils ont racheté, par exemple, à l'occasion du confinement, ils avaient racheté tous les Seigneurs des Anneaux. C'est Et ça. du coup, là, récemment, le Hobbit. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Ap- En tout cas, Après, il faut savoir que. Alors, j'ai vu que les Indiana Jones étaient disponibles sur Paramount Plus. Alors, est-ce que la production n'a-t-elle. Une partie de la production n'a-t-elle pas changé sur ce dernier opus depuis le c'est rachat de possible. Disney? Alors qu'avant, ils étaient par Paramount. Et du coup, les droits sont pas les mêmes pour les chaînes de télévision entre le Ouais, 4 et le c'est 5. ça. Donc moi, je pense que c'est pas impossible qu'on le voit arriver sur TF1. Ouais, Donc je le répète parce que je suis content. Jungle Cruise a vraiment bien marché et il a eu beaucoup de retours positifs sur les réseaux sociaux. Donc c'est comme cool. c'est vraiment un film pour lequel j'ai beaucoup d'amour, je suis vraiment très content. Ensuite, on a les télés de Mireille Dumas à la quatrième place sur France 3. On a Fast and Furious 6, je crois que tu étais devant, Ouais. sur TF1 Série Film, qui fait 420 000 téléspectateurs. Ce qui le place à la septième place, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à la huitième place, pardon. Donc c'est pas mal du tout pour TF1 Série Film, hein, pour ce Fast and Furious. Maintenant, la nouvelle qui fait pas plaisir, qui fait vraiment mal au cœur, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est l'énorme, énorme bide, voire la catastrophe de Spider-Man New Generation sur TMC, qui ne fait que 170 000 Oh, c'est fou. téléspectateurs. C'est bizarre, hein. C'est fou, hein. Il ne fait qu'1% de part d'audience. L'animation, Dites-vous quand même. l'animation en France, ça prend pas, hein. C'est fou, hein. Moi, je le vois. On essaie de parler animation avec les gens, en leur disant, bah venez voir, vous allez voir, c'est quand même extraordinaire. C'est pas que pour les enfants. Les gens bloquent, hein. Bah, les gens bloquent, pas toujours, parce que sur les Disney, en tout cas, ça marche. Sur les Disney et Ouais, les c'est Pixar vrai. à la télé, ça cartonne, hein. Si vous regardez les derniers scores de ce type de film, ça marche. Maintenant, là, pour TMC, c'est vraiment l'accident industriel, hein. TMC est autour de la 20e place, Mm, 170 000 téléspectateurs. On rappelle quand même que TF1 Série Film et TFX avec les mariages gitans et TF1 Série Film avec Fast and Furious 6 sont très très loin devant. Le film avait été acheté par France 2, France Télévisions, et on avait été un peu déçus de voir qu'il n'avait été diffusé qu'une fois, hein, ouais, rappelez-vous. ouais. On en avait parlé, c'était un 31 décembre à 14h. Finalement, Manuel Aldu et ses équipes avaient sans doute flairé la popularité limitée de ce film, parce que franchement, je ne m'attendais pas aux millions comme fait TMC souvent le lundi soir avec ses blockbusters, mais je pensais qu'il aurait quand même bien ses 500 600 000 Bah, quand même, téléspectateurs. ouais, ouais, complètement, bien Et là, sûr. 170 000, c'est vraiment très 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 bas. Et ça me fait vraiment très mal au cœur.
pour le coup content pour Jungle Cruise, mais là, je me dis que c'est un film qu'on reverra sans doute plus en prime time à la télé. C'était la Ah bah première là, c'est fois, sûr, avec un sans doute échec la comme ça. dernière. Mm. Et quid de la diffusion de Across the Spider-Verse, qui est actuellement en salle, et de Beyond the Spider-Verse qui arrivera après. Je pense que c'est des films, et pourtant, c'est des films qu'on verra sans doute très peu à la télé, et pourtant ils se sont bien vendus en Blu-ray, même si, enfin, il s'est bien vendu en Blu-ray, même si on l'avait assez vite arrivé dans les boutiques de déstockage, New Mm, mm, Generation. mm. C'est assez particulier parce que c'est un film qui est ultra populaire. Les gens l'adorent, adorent l'animation, adorent tout ça, mais est-ce que c'est très grand public? Je laisse y réfléchir, c'est vrai que c'est pas, j'ai toujours pas la réponse. C'est un débat qui est sans fin, je pense, sur ce genre de film-là, voilà, à mon avis, qui fait beaucoup de bruit parce que c'est des passionnés, mais qui finalement n'est pas énorme au niveau du grand public, quoi. Samedi soir, c'est une surprise quand même assez importante, hein, c'est que la finale de la Ligue des Champions, qui était diffusée sur TF1, rappelez-vous, Manchester City Inter de Milan, c'est Manchester City qui a gagné la coupe, est arrivée que deuxième. Ah, TF1 faisant 3,4 millions, elle a été battue par La Malédiction du Lys à 3,9 millions sur France 3, c'est un téléfilm. Et surtout, souvenez-vous, il y a quelques années, en 2016-2017, la finale de la Ligue des Champions avait été diffusée sur C8. Eh bien, C8 avait fait plus d'audience en 2016 et 2017 que TF1 en 2023. ok. C'est assez incroyable. Pourtant, moi qui m'intéresse, alors certes moins au foot qu'il y a quelques années, mais encore un petit peu, c'était une affiche assez alléchante. Manchester City était donné archi favori. Finalement, ils n'ont pas complètement diffusé le match. Pardon, ils n'ont pas complètement dominé le match. C'est vrai que c'était un match assez décevant, assez cadenassé. Ça a pu jouer peut-être sur les audiences. Les gens sont peut-être ennuyés et sont peut-être partis. Même si, il faut dire que c'est une finale. Là, c'est la plus grande compétition au monde des clubs et que forcément, les joueurs sur le terrain, ils ont la pression. Donc, du coup, ils se lâchent pas complètement. Ils ont peur de faire des bêtises et de se prendre des buts. Donc, voilà. Mais quand même, c'est assez surprenant de voir TF1 seulement à 3,4 millions. Alors, c'est paradoxal de dire ça, hein, parce que je vous ai dit, encore une fois, Jungle Cruise, c'est cool qu'ils aient fait 2,4 millions, mais avec une finale de Ligue des Champions, on pouvait largement espérer d'être autour des 5-6 millions. Et là, 3,4 millions, c'est pas terrible. Troisième place, c'est 100% France, hein, l'espèce de famille en or avec des célébrités sur France 2, qui ne fait qu'1,6 million, qui est quand même pas terrible. Et, et voilà, en fait, je viens d'avoir le samedi soir, ça me rappelle que, souvenez-vous, le samedi soir sur Sister, alors là, c'est les rois de la piscine qui font environ 100 000 téléspectateurs, mais souvenez-vous que récemment, on avait les fameux numéros 2 de chez Disney, La Ouais. Belle et le Clochard 2, Les 101 Dalmatiens 2, tout ça. Et en fait, je prends conscience que ces numéros 2 de chez Disney faisaient 3 à 5 fois l'audience de Spider-Man New Generation. C'est quand même incroyable. Parce que Ouais. pour le coup, qualitativement, les suites de chez Disney, on sait que, à part quelques exceptions, c'est souvent divertissant, mais rarement incroyable. C'est fou quand même hein, de se dire que Ouais. le Roi Lion Bah, 2 a fait 5 fois Spider-Man New Generation. c'est toujours le problème de la valeur sûre, quoi. C'est-à-dire que tu sais que c'est des estampillés Disney, tu vas préférer voir un 2 Ouais, estampillé Disney qu'une nouvelle licence que tu connais pas, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour Ruby Lado Kraken qui va arriver. ouais, c'est clair. Dimanche soir, donc tu as vu qu'à la première place, c'était. Je me rappelle plus. Alors, les audiences de dimanche soir, elles sont. Vous savez, c'est le duel qui me faisait rêver, moi. Hein, Le Mans 66 face à Godzilla C'est ça. versus Ouais, Kong. ouais, Et ouais, ouais. le moins qu'on puisse dire, c'est que les audiences sont très Ah décevantes. bah, c'est très Mais c'est d'une décevant, ouais. manière générale, c'est pas les films qui n'ont pas spécialement marché, c'est qu'hier soir, il y avait très peu de monde devant la télé. On entre, ça y est, dans la période où il fait beau, où les gens le week-end vont en profiter pour faire des barbecues, pour aller se balader après manger. On est dans les jours les plus longs de l'année. L'approche de beaucoup de fêtes foraines dans certaines villes, la fête de la musique. On est vraiment dans une période où, comme ça, alors jusqu'au 14 juillet, on est vraiment, mais on le voit aussi dans la fréquentation des cinémas. Jusqu'au 14 juillet, on est dans le creux de la vague. Et après, ça peut paraître paradoxal, mais les gens partent en vacances, mais vont quand même avoir ce rendez-vous parfois en vacances télé le soir, de se regarder un petit film après une journée plage. Donc, ça remonte un tout petit peu. Et puis après, on a vraiment une hausse des audiences, vraiment le dernier dimanche d'août. D'ailleurs, TF1 avait dégainé des gros films. En 2021, c'était Thor Ragnarok, qui avait cartonné sur TF1. Et l'été 2022, c'était Jumanji 2, qui avait aussi fait des scores excellents parce que la rentrée approche, les familles sont un peu déprimées à l'idée de retourner au boulot ou de retourner à l'école. Et c'est l'occasion, on va dire, de se faire un petit film doudou, comme dirait Manuel Alduy, de se regarder un bon film pour se réconforter avant de retourner bosser. Mais là, c'est l'inverse. À l'approche des vacances, on n'a pas forcément envie de rester devant la télé. Tu vois, là, on enregistre, il est 21h30, il fait grand jour. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout le même état d'esprit que quand on est en novembre. Et donc, hier soir, on a eu le début de cette descente. J'ai vu
la programmation des prochains duels du dimanche, cher David, du dimanche 18 et du dimanche 25 juin. Et au vu des films qui vont être proposés, je peux te dire que on est loin de cette grande semaine qu'on a vécue avec Le Mans et Godzilla. On va tomber dans des Ah ouais, périodes beaucoup moins fastes à la télé. Ouais. On mince. en reparlera, on en parle dans quelques instants dans le programme. Bref, tout ça pour vous dire que c'est Le Mans 66 de James Mangold qui est en tête avec 2,4 millions. À la deuxième place, les enquêtes de Dan Sommerdahl, 2,150,000. Et à la troisième place, Godzilla versus Kong, 2,100,000. Donc il n'y a que 300,000 entre les deux. C'est Le Mans 66 qui est en tête, mais Godzilla n'est pas si loin derrière. Ça se vaut, ça s'équilibre, mais d'une manière générale, si vous additionnez le nombre de personnes devant la télé ce dimanche soir, il y avait beaucoup moins de monde que les semaines précédentes. On entre vraiment, et c'est symptomatique du mois de juin. Le dimanche dernier, il y avait quand même 3 millions devant Camping, mais parce que Camping, c'est pareil, ça sent les vacances, c'est familial, etc. Et là, plus on va avancer dans le mois de juin, encore une fois, plus on vous annoncera des audiences sans doute basses le dimanche. Mais c'est aussi intéressant à analyser, parce qu'on vous fait une émission Oui, toutes les semaines. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve, de vous dire ça. Quatrième place, zone interdite. Ensuite, c'est Arte, avec Pandélé haut et court. Assez surprenant, 1,8 million. 1,8 million c'est pour fou, ce ah ouais, ça fait film. beaucoup. Il est pas si loin du coup des deux premiers Non, films du il est podium, quoi. qu'à 300 000 téléspectateurs de Godzilla Kong et il est qu'à 600 000 du Mans 66. Donc c'est une audience vraiment énorme. Et puis voilà, TFX, Le Paris, 555 000. Transformers Last Night, 550 000. Ça a vraiment bien marché cette saga Transformers. Ça va te faire plaisir sur Sister. Ouais, bah écoute, voilà, des audiences plutôt très très correctes pour Transformers. Voilà pour les audiences de la semaine. Eh ben écoute, merci mon cher David pour ces audiences. On va tout de suite passer à tes news chroniques télé. On va passer plutôt, je te dis télé, mais non, puisqu'on passe du côté de la radio avec cette très mauvaise nouvelle. Nous le savons, toi et moi, ça nous rend très tristes. Mais malheureusement, nous n'aurons plus la voix de Philippe Vandel à la rentrée. Oui, on avait l'habitude, l'info était sortie, c'était CG Scoop qui l'avait sortie il y a quelques semaines, elle est maintenant officielle. Philippe Vandel va quitter Culture Média sur Europe 1. C'était l'émission Média et Culture, ça vous l'aurez compris, mais chaque matin de 9h à 10h avec la présence de deux invités qui font l'actualité médiatique. Les audiences, on n'entendra plus Rémi Jacob dire bonjour Philippe, bonjour à tous, comme le disait avant Louise Bernard ou Héloïse Goua. C'est donc Thomas Hill qui va prendre sa place. Il y avait eu plusieurs rumeurs, notamment le fait d'un éventuel retour de Jean-Marc Morandini. On rappelle que en fait, Philippe Vandel est arrivé en 2017. L'émission à la base s'appelait Village Média et Jean-Marc Morandini avait été évincé d'Europe 1 suite à des rumeurs, enfin suite à des accusations, pardon, qu'on connaît tous sur son compte. Et là, il y avait une rumeur peut-être d'un retour, mais il est déjà présent sur CNews à 10h30, c'était compliqué de le voir revenir. Sophie Davant se serait vue proposer la case pour une sorte de céto-programme version radio, mais ce sera bien toujours Culture Média. Mais avec Thomas Hill à la place, il faut dire que les audiences ont chuté, on est à environ 300 000 auditeurs par jour. Du coup, la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment un problème d'incarnation? Est-ce que Philippe Vandel n'attirait pas assez les auditeurs? Est-ce que Thomas Hill le fera plus? Moi, personnellement, Thomas Hill, je ne le connais pas. Et pour le coup, Philippe Vandel, alors bah, évidemment, Philippe Vandel, je le connais depuis quand même pas mal d'années. C'est quand même nulle part ailleurs, évidemment. Il était chroniqueur chez Ruquier dans On va se gêner. Il a été un animateur emblématique de Paris Première. Vous avez pu le voir à la radio sur France Info. Il a été chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Je ne sais pas si tu le savais, ça, David, mais Philippe Vandel a Ah été ouais? pendant 2 ans chroniqueur dans TPMP. Ah, je savais Et pas. donc, voilà. Malheureusement, moi je suis triste parce que j'aime beaucoup cet animateur. Je le trouvais percutant, je le trouvais Ouais, très, ouais, complètement. comment dirais-je, j'allais dire c'est quelqu'un qui avait un vrai bagage médiatique et qui du coup était légitime. Je dis pas que Thomas Hill ne le Mm. sera pas, mais c'est vrai qu'encore une fois, Thomas Hill, je le connais pas. Toi, je sais que tu as plutôt un bon a priori sur lui, donc n'hésite pas Oui. à nous en parler. Mais voilà, c'est un peu triste de le voir partir. Rappelons qu'il a 60 ans, Philippe Vandel, et peut-être qu'il rebondira ailleurs. On lui souhaite en tout cas. Bah écoute, moi j'aime beaucoup Philippe Vandel. C'est vrai que je suis très. Enfin, mais c'est un trait de ma personnalité à moi. J'étais très mal à l'aise quand il était un peu incisif avec avec les invités. Mais en même temps, ça fait partie du job, je trouve, d'aller au plus profond, quoi. Lui, son but c'était de poser des questions médiatiques et culturelles et que parfois, voilà, il y allait à fond et que ça mettait un peu mal à l'aise l'invité, mais inversement, Thomas Hill, j'ai beaucoup aimé, donc il avait pris la place de Philippe Vandel pendant les vacances de Noël l'année dernière, et j'avais beaucoup aimé l'émission qu'il avait fait,
mais qui était dans un esprit de Noël. C'est-à-dire que c'était un esprit de bienveillance, il était très compatissant avec les invités, très, très de bonne humeur, etc. Je suis pas sûr que sur l'année, ça me plairait en fait d'écouter un podcast, parce que moi j'écoute en podcast, j'écoute rarement en direct, un podcast aussi complaisant avec, avec les invités, si en plus tu as envie d'aller en profondeur. Je sais pas si ça va être une émission de culture et de médias, par contre on sait pas encore, on n'a pas la réponse, mais voilà, j'ose espérer que ce sera un truc de la même veine, en tout cas qu'on puisse toujours avoir nos audiences le matin à 9 h, et puis peut-être quelques news médiatiques, parce que sinon ça va être très compliqué d'aller les chercher sur Internet, parce que c'est vrai qu'on se tenait quand même pas mal au courant via cette émission, et ça nous servait un petit peu de support pour le podcast qu'on est en train de vous faire. Donc voilà, mais je suis très content de voir Thomas il arriver, mais j'appréhende un petit peu du coup cette nouvelle matinale. Ouais, alors par contre, on a bien confirmation, ce sera bien Culture Média, hein. Le nom de Ah, l'émission ça reste la reste même Culture Média. et c'est la même. Ouais, ça a été confirmé par Europe 1. La case ne change pas, ça restera 9h, 10h Culture, 10h, 11h Média. C'est simplement voilà, l'incarnation qui change, mais ce sera bien la même D'accord. émission. C'est pour ça que voilà, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'était vraiment un problème d'incarnation ou est-ce Ouais. que c'est un problème de case. C'est vrai que c'est une bonne question, je pense. Alors, c'est moi qui la pose, je suis pas très objectif, mais voilà, c'est vrai que à voir avec les salles d'audience, hein, on sait qu'Europe 1 avait une grosse chute, ils ont réussi à endiguer il y a quelques temps, mais bon, il faut comme on verra avec la prochaine salve d'audience. Bah écoutez, on vous enverra, on vous dira notre avis peut-être à la rentrée sur le nouveau Culture Média, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Bah écoute, on continue avec, on repasse à la télé, on va parler de Sophie d'avant et plus précisément d'affaires conclues. Et oui, Sophie d'avant qui deviendra Sophie d'après, comme on en a parlé tout à l'heure. Sophie d'avant, donc, on ne sait pas ce qu'elle fera à la rentrée. On l'a dit la semaine dernière, il est possible qu'elle soit encore sur France 2. Le problème, c'est qu'elle voudrait faire des émissions, on va dire des émissions, des talk shows, des émissions de témoignages, mais comme elle Ouais, le faisait avant, mais c'est Faustine Bollard qui a la place. En tout cas, elle a décidé de quitter l'animation et ce qui est sûr, c'est qu'elle sera remplacée par Julia Vignali. Ça, c'est des infos aussi qui ont été sorties, que vous avez pu lire dans Télé Loisirs, dans Le Parisien ou chez CG Scoop. Julia Vignali, c'est la présentatrice, la co-présentatrice de la matinale de France 2, Télématin. On peut la voir tous les matins aux côtés de Thomas Soto. Et ce qu'on sait, c'est que c'était vraiment tendu entre Julia Vignali et les équipes. Alors, il y a eu des rumeurs pendant un temps, comme quoi c'était aussi très tendu avec Thomas Soto. Visiblement, c'était le cas, mais c'était peut-être pas avec lui que c'était le plus compliqué. Et visiblement, du côté de Stéphane Simon Gomez, qui est le responsable, on va dire, c'est le bras droit de Delphine Ernotte, mais vraiment au programme de France 2, ben, c'était l'occasion ou jamais, entre guillemets, de la déplacer, de l'envoyer vers Affaires conclues. Julia Vignali qui, auparavant, présentait Le Meilleur Pâtissier. Et ce qui est assez amusant, c'est que la personne qui va lui succéder dans la matinale dans Télématin sur France 2, eh bien, c'est Marie Portolano, qui est l'actuelle présentatrice du Meilleur Pâtissier. Donc c'est assez rigolo. d'accord. En gros, quand on présente Le Meilleur Pâtissier, on est souvent enclin à présenter Télématin par la suite. Moi, je sais que Julia Vignali, j'avais un petit peu de mal avec sa présentation, que ce soit dans les diverses émissions qu'elle a faites. Alors moi, je regarde pas Affaires conclues très régulièrement, mais des fois l'hiver, au mois de décembre, quand je rentre du boulot, il fait froid, je me pose devant la télé, ça change un peu les idées. Euh, Même si Julia Vignali est une compatriote bourguignonne, hein, c'est la compagne, c'est la femme, l'épouse de Cadmerade, et ils ont acheté une maison tout près de D'accord. Montceau-les-Mines. Ouais, ouais, ils Ah, je habitent, savais pas. Cadmerade et Julia Vignali, ils habitent à Bon, on va les une grosse stalker. demi-heure de chez nous. Ouais, pas très loin de chez l'ami Sylvain. Et donc, Marie Portolano, pour le coup, moi, je l'adorais sur Canal+, journaliste sportive. Elle avait notamment fait ce documentaire Tony Truant, hein, sur je suis une journaliste, je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, et qui avait notamment amené au fait que Pierre Ménès ait été écarté des antennes sport de Canal+. Moi, Marie Portolano, je l'aime beaucoup, vraiment. Je trouve que c'est une excellente journaliste, une excellente animatrice. J'ai hâte de la voir à la présentation de Télématin. Et elle aussi, elle a un compagnon connu, un mari connu, puisqu'il s'agit de Grégoire Ludig D'accord. du Palmachot. Ouais, ils se sont mariés il y a quelques années. Donc voilà, elle va accompagner sans doute Thomas Soto à la rentrée sur France 2, puisque on ne sait pas encore si Thomas Soto va rester, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être quand même un vrai changement. J'ai donc, je pense qu'il est possible que le matin, je me réveille plus souvent avec Télématin, parce qu'encore une fois, Marie Portolano, je trouve que c'est une excellente journaliste. Mais Ouais, Julia je suis. Vignali aussi, hein, je veux pas dire qu'elle n'était pas bonne Oui, oui, journaliste bien du tout. sûr.
voilà, moi, j'avais moins d'atomes crochus avec sa manière de Bah, présenter. voilà, après on vous donne notre avis sur les présentateurs, mais ça ne tient qu'à nous de toute façon, voilà, et puis vous allez faire votre propre avis comme d'habitude dans tous les cas. Moi je suis coincé sur Gulli le matin, donc Télématin ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais quand ils seront peut-être un petit peu plus grands. C'est vrai que nos parents avaient peut-être plus, moi mes parents m'obligeaient à regarder Télématin le matin, et puis tant pis pour les dessins animés, je les verrai au goûter, donc je devrais peut-être faire ça, tiens finalement. Ah, moi, c'était le club Euh, Dorothée, moi. Ah bah oui, mais en même temps c'était incontournable, même les parents regardaient le Club Dorothée. C'est exactement ça. C'est exactement Bon, ça. Je me sou- vas-y, non, non, vas-y. Non, 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 j'allais dire, j'ai souvenir de ma maman qui me disait le soir, à la sortie de l'école, vite, vite, il y a Hélène et les garçons qui vont commencer. Et du coup, elle était aussi hypée que moi à regarder les aventures de Cricri d'amour d'Hélène et de toute la bande. Quelqu'un qui est aussi très impatient, c'est Pascal Pro, parce que pour l'instant, il est coincé dans le couloir, apparemment. Bah, Pascal Pro, il sait pas trop quoi faire. Et en fait, il y a une info qui est sortie la semaine, et c'est CG Scoop qui l'avait sortie, puis finalement, il l'a retiré parce qu'il était plus très sûr de lui, parce qu'on lui a donné des infos contradictoires. Et c'est assez amusant, Pascal Pro, c'est le journaliste sportif qui est devenu journaliste, on va dire, j'allais dire tout court, les journalistes sportifs sont des journalistes, mais Pascal Pro, c'était une figure historique de TF1, de Téléfoot notamment, il accompagnait Thierry Roland dans cette émission. Et puis, c'est un historique dont refait le match. Ça, c'était, je pense, une des premières émissions de radio que j'écoutais de ma vie quand j'étais au lycée, les lundis soirs sur RTL et en simultané à la télé sur LCI, présenté par Eugène Sacomano. Pascal Pro était chroniqueur et puis, lorsque Eugène Sacomano a passé la main en 2012, il en est devenu le présentateur pendant un temps. Et il a ensuite pu, grâce à la chaîne CNews, réaliser son rêve de passer de journaliste sportif à journaliste, on va dire, d'opinion, presque, en tout cas, à nous journalistes de débat, puisqu'il présente depuis 2017 l'heure des pros, une émission de débat, alors qui fait beaucoup polémique, enfin, une émission engagée, on va dire, mais comme peuvent l'être d'autres émissions engagées, mais plutôt sur d'autres bords politiques, si je puis dire. Et Pascal Pro, le problème, c'est que il est sommé de choisir. Et Pascal Pro, il a sans doute beaucoup de défauts pour certains, mais il est honnête en amitié et il est un peu coincé entre deux feux. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, président du groupe Canal, qui lui a donné sa chance en tant que présentateur d'une émission sérieuse de journalisme, lui demande de passer sur Europe 1 pour présenter la tranche midi d'Europe 1. Mais Pascal Pro est très attaché à RTL, qui a donné ses premières lettres aussi de journaliste radio. Ça fait plusieurs décennies qu'il est chez RTL et il n'a pas envie de quitter RTL. Et d'ailleurs, dans une interview l'autre jour, il a dit, enfin, à l'antenne l'autre jour, il a dit quand on a RTL, on n'a pas envie de partir. Donc, il va être sommé de choisir entre les deux. Et alors, la rumeur qui est sortie cette semaine, c'est que il aurait choisi RTL, RTL radio du groupe M6, et qu'en plus, M6 se serait proposé de lui confier une matinale. Et ça, Oh la c'est vache. c'est assez hallucinant parce que vous avez M6 Kid le matin, puis Ouais. Julien Courbet qui arrive en simultané radio avec Ça peut vous arriver, son émission de radio qu'il présente tous les matins sur RTL. Et visiblement, chez M6, on lui aurait proposé une matinale qui aurait lieu de 9h à 10h, c'est-à-dire Courbet arrive à 10h sur M6 et Pascal Pro arriverait à 9h. C'est l'heure à laquelle il est sur CNews. Et du coup, en début de semaine, on nous a dit que c'était fait quasiment, qu'il avait fait ce choix-là. Et là, visiblement, on freine un petit peu. Il n'aurait pas tout à fait pris sa décision. En tout cas, c'est bien d'être fidèle en amitié, d'être fidèle professionnellement, mais il arrive un moment où ce sera plus. Là, c'était à la fois Canal et RTL, donc à la fois Canal et M6, mais là, il va falloir faire un choix. Bah, on sait tous que tu as déjà choisi RTL et que tu vas me quitter de toute façon, parce que au moins eux ils te proposent un salaire, quoi. Ah, je vais tester France 3 aussi cette semaine et TMC, Ah oui, donc c'est vrai. à C'est vrai, voir. c'est vrai. Et il faudra que tu nous envoies des photos, que tu fasses ton insider, qu'on puisse partager sur Netflix. Avec plaisir. Voilà, et tu auras sûrement des photos qui feront polémique, comme cette nouvelle série sur France 2. Waouh, les transitions de T'es le malade. roi des, t'es le roi des transitions, c'est incroyable. Ouais, alors cette nouvelle série qui fait polémique, elle s'appelle Succession. T'as dû entendre parler de Succession. Ça te parle comme série sans doute. Bah, c'est la série qui est sur HBO, c'est ça? Qui, C'est la série voilà. HBO, mais si vous rajoutez un S à la fin, Succession avec un S, c'est la nouvelle série de France 2 Ah qui est oui, diffusée exact. le dimanche midi dans 13h15 le dimanche. Et alors, en attendant le début du tournage de cette émission, puisque toi, contrairement à moi, tu as un métier, hein, tu travaillais ce soir. Moi, j'étais dans ma chambre d'hôtel à réviser mes partiels, mais en attendant, je me suis dit, tiens, je vais jeter un œil à ce premier épisode, et c'est vrai que c'est assez fou. Le principe de Succession, qui est diffusé donc à 13h15 le dimanche,
ça parle de succession des hommes politiques en France. La première des successions, ce sera celle d'Emmanuel Macron en 2027, que le président de la République ne pourra pas se présenter, c'est constitutionnel maintenant, hein. Il ne pourra pas faire plus de 2 mandats. Et à côté de ça, on a aussi plein de successions. Alors, qui va succéder à la tête de Jean-Luc Mélenchon chez les Insoumis, qui va succéder chez les Républicains à Valérie Pécresse pour la prochaine présidentielle, etc. Et du coup, les caméras de France 2 ont passé des accords avec pratiquement tous les partis pour les suivre dans leur moment off. Et ça, c'est vraiment une grande première, c'est-à-dire qu'ils ont des micros sur eux et on voit en direct ce qu'ils commentent. Ils commentent en direct l'actualité. Le premier épisode, il a été diffusé il y a quelques semaines, à la fin du mois de mai. Il s'appelle La bataille des retraites. C'est donc le tout premier épisode. C'est un épisode en 2 parties, hein. La première partie fait 50 minutes, la deuxième en fait 35. Et le deuxième épisode, il a été diffusé le 1er juin. Il s'appelle Les prisonniers de la sécheresse. Alors pourquoi cette série fait polémique? C'est parce qu'en fait, elle reprend les codes euh, des grandes œuvres, on va dire, de la pop culture. Et notamment, ces 2 premiers épisodes s'inspirent de House of Cards et de Truman Show. Mais alors, c'est vraiment très, très imbriqué. On a vraiment, et c'est ça qui est incroyable, les députés qui ont été choisis par France 2 ont des micros, et par moment, à l'Assemblée nationale, mais c'est pas un montage, c'est vrai, pendant que quelqu'un va parler ou que les groupes vont s'invectiver, il y a le député qui va se retourner, qui va regarder la caméra et qui va lui parler. Exactement comme quand Frank Underwood, dans House of Cards sur Netflix, va casser le 4e Ah mur oui, d'accord. pour s'adresser à la caméra. Et là, on voit un député à un moment qui dit, vous voyez bien que là, les débats, c'est pas tenable, nous, on veut ça, eux, ils veulent ça, sur les retraites, etc., etc. Pratiquement tous les partis politiques ont accepté de jouer le jeu. Et d'ailleurs, il y a plusieurs cadres, hein, je pense à Sandrine Rousseau, chez Europe Écologie Les Verts, qui dit, moi, ça me prend 1 ou 2 jours tous les 2, 3 mois, donc c'est pas gênant du tout. Et je trouve que ça montre une approche différente de la politique. Pourquoi cette émission fait polémique? Elle fait polémique parce que en majeure partie, les gens lui reprochent du coup de faire de la politique quelque chose de fun, d'amusant, et donc quelque chose qui n'est pas la gravité ou le degré de solennité qu'on pourrait attendre de ça. Ouais. Et puis cette espèce de mise en scène qui fait penser à une série américaine. Moi, j'ai regardé donc La bataille des retraites, qui est sortie il y a déjà quelques semaines, et c'est vrai que c'est hallucinant. Le premier temps, on a l'impression de voir un reportage politique classique, et très vite, on a l'impression, si on ne sait pas que Marine Le Pen ou Elisabeth Borne ou Yael Braun-Pivet sont des présidents de l'Assemblée nationale, Premier ministre, etc., etc., si on ne le sait pas, on a l'impression de regarder une série. C'est hyper bien fait, c'est hyper bien monté. Les équipes du journal de France 2 expliquent qu'elles montent ça très très vite. Elles vont monter 90 minutes en 10 jours, c'est-à-dire l'équivalent d'un long métrage en 10 jours, ce qui ne se voit jamais en télévision, hein. C'est plutôt des semaines et des semaines pour arriver à 90 minutes. C'est hyper dynamique, c'est hyper addictif. Et alors, c'est au rythme de quelques épisodes comme ça de temps en temps, puisque l'idée, vraiment, France Télé a dit on commence là en mars 2023, mais l'objectif, c'est d'aller jusqu'en 2027. C'est que la série s'étende comme ça, D'accord. et les politiques se sont engagés à aller jusqu'en 2027. Et ils se sont engagés à partir du moment où les caméras sont dans la salle, à ne pas les faire sortir, et à ce qu'il n'y ait absolument rien de off. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la caméra tourne, France 2 a le droit de tout diffuser. Donc c'est ça aussi qui est assez passionnant, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui vont sans doute devoir dire des choses qu'ils ne voudront pas dire, mais les politiques, eux, trouvent ça aussi chouette parce qu'ils disent, eh bien, quand il y a des polémiques sur des petites phrases, s'il y avait ce genre d'émission qui était faite, elle ne serait pas sortie de son contexte. On verrait d'où elle vient et pourquoi j'ai Ouais. pas juste dit une petite phrase comme ça. Donc j'avoue que le premier épisode m'a plutôt plu, j'ai hâte de voir la suite. Et je te conseille d'ailleurs, si tu as l'occasion d'y jeter un œil, c'est fou, hein, parce que la musique du générique, c'est la musique de Truman Show. Ils ont vraiment récupéré les droits de Truman Show pour la musique. Et donc, on a vraiment là l'influence Truman Show et House of Cards. Et pour les prochaines émissions, ils n'ont pas dit quelles seraient leurs influences, mais à chaque fois, comme ça, on aura des grands films ou des grandes séries de la pop culture qui seront déclinés par France Télévisions. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que ça me donne envie d'y regarder, donc je pense que je vais y jeter un œil dans tous les cas. Il n'y avait pas eu une polémique sur le fait qu'ils allaient peut-être se faire virer de l'hémicycle? Il n'y avait pas un truc comme ça, parce que du coup, ça posait problème, justement, pendant l'Assemblée? Ouais, alors ça aussi, c'était une polémique. Alors, on va dire qu'au début, ça posait pas de soucis quand les bases ont été posées. Et puis, quand certains ont vu qu'ils n'étaient pas forcément à leur avantage dans Ah, l'émission, c'est comme ça, tu t'en surtout. doutes, ils avaient envie de modifier les choses. Mais pour l'instant, toutes les autorisations sont toujours là. Allez, en attendant de regarder de toute façon ces épisodes-là en replay, puisque c'est disponible sur France.tv, je suppose, hein, ce que Sur tu nous as dit. France.tv, bien sûr, c'est là-dessus que Voilà. je l'ai regardé.
Et ben voilà, on va surtout s'occuper du programme télévision de la semaine. Alors juste avant, j'ai une petite news, si tu veux bien que je Ah oui, rajoute, vas-y, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je suis allé sur trop vite. les droits télé du foot féminin. On va aller très Ah oui, très c'est vite, vrai. Oui. mais il semblerait qu'il y ait une issue qui soit en train d'être trouvée. Il semblerait, hein, je vais mettre que du conditionnel dans ma phrase. J'aurais pu attendre la semaine prochaine que l'info sorte officiellement si elle est confirmée, mais je me dis que là-dessus, on peut être un peu numéro un sur l'info aussi, enfin numéro un, en tout cas être parmi les premiers à la sortir. Il semblerait, et c'est assez historique, qu'on ait pour la première fois de leur histoire un accord commun entre France Télévisions et M6 pour diffuser la Oh, Coupe du Monde féminine. C'est-à-dire waouh. que France 2, France 3, France 4 et M6 seraient partenaires pour diffuser les matchs. On le rappelle, la FIFA réclamait une dizaine de millions d'euros aux diffuseurs pour pouvoir diffuser les matchs. Aucune chaîne de télé ne souhaitait proposer ça. On était plutôt dans des propositions de l'ordre de 2 à 4 millions. Et alors là, attention, hein, c'est moi qui suppute parce que les chiffres ne sont pas sortis. Mais en gros, de ce que j'ai pu comprendre des différentes sources et articles que j'ai pu lire, la FIFA baisserait peut-être autour de 7,5-8, pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Descendrait de 2 à 2 millions et demi. Et du coup, France Télé et M6 se partageraient les droits. Ça ne ferait plus que 3 millions 5, 4 chacun. Donc évidemment, pour ce prix-là, les chaînes, elles espéraient avoir tous les matchs. Là, elles seraient obligées de se partager. Mais finalement, ça pourrait être du gagnant-gagnant. Ça ferait moins cher aux chaînes, mais qui se retrouverait quand même avec un événement majeur tout au long de l'été. On le rappelle, hein, c'est 20 juillet, 20 août. Le problème, encore une fois, hein, on l'a déjà dit plein de fois ici, c'est la diffusion nocturne, puisque la Coupe du Monde a lieu en Océanie, en Nouvelle-Zélande pour être précis, avec un gros décalage horaire. Donc on serait pour l'instant sur cet accord-là. Est-ce que ce sera le cas ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, si ça se fait, eh bien les chaînes pourraient en même temps renégocier, en profiter pour renégocier les matchs de l'équipe de France féminine, puisque c'est actuellement W9 qui les diffuse tous, et M6 aimerait peut-être en diffuser un tout petit peu moins, et France Télé serait prêt à racheter les matchs, donc on serait vers un accord entre France Télé et M6 pour la diffusion de la Coupe du Monde. Encore une fois, ce n'est que du conditionnel. Bon, on l'espère en tout cas pour le football féminin. On espère en tout cas que ce sera diffusé. Je pense que de toute façon, ça le sera quoi qu'il arrive. Et là, ce serait plutôt une bonne chose. Par contre, une moins bonne nouvelle pour les abonnés Canal, c'est la fin de la chaîne MGG TV. Je ne sais pas si tu la connais, cette chaîne. C'est la première chaîne de e-sport en France, de jeux vidéo, un peu à la manière de Twitch, mais là, vraiment filmé comme à la télé. Bien, on a appris, là, il y a quelques instants, que la chaîne allait quitter les offres du groupe Canal+. D'accord. Et je vous signale aussi que ça aurait dû être le cas l'année dernière, mais que MCM va bien quitter Canal+ en réception satellite. D'accord. Attention, c'est-à-dire que toi comme moi qui avons MyCanal, on continuera de recevoir la Ok. chaîne, on pourra continuer de la voir via Chromecast, via Fire TV, etc. Ça ne change rien, mais les gens qui ont le vieux décodeur à l'ancienne, MCM ne sera plus dessus. Et c'est bien dommage parce que ce sera à partir du 11 juillet. Moi, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, mais d'ici là, le 22 juin, vous pourrez retrouver un de leurs films qu'on aime tant, de leurs téléfilms qui nous font rêver. Alors attention, ils n'ont pas pu avoir les droits du jeu vidéo, mais c'est tout. Puisque la chaîne MCM va diffuser encore un de ses téléfilms légendaires cette semaine, ce sera jeudi 22 juin. Je vous l'annonce un tout petit peu avant de nous présenter le programme télé. Ça s'appelle Monster Hunters. Et ce qui est important, Oh. c'est le The à la fin, puisqu'ils n'ont pas les droits évidemment du jeu vidéo fait par Capcom, mais en rajoutant un S, c'est un peu comme quand ils transforment Transformers en Transmorphers. Et bien là, ce sera bien un film qui ressemblera de près ou de loin au jeu vidéo, mais ce ne sera pas aussi bien que le jeu vidéo. En tout cas, voilà, malheureusement, si vous êtes abonné satellite, vous pourrez continuer de voir MCM, bien sûr, mais uniquement en passant par l'appli MyCanal. Eh bah ok, bah du coup on va pouvoir passer au programme si les gens veulent regarder autre chose que Monster Hunters. Exactement. Samedi soir, 17 juin, sur TF1, la chanson de l'année. C'est un petit événement, hein, c'est un programme qui est très suivi. On vous donnera les audiences la semaine prochaine. C'est présenté par Nikos et c'est vraiment les Français qui votent pour leur chanson préférée sortie cette année. Alors, il y aura par exemple Ce soir d'Amir, Dépassé de Nuit Incolore, Des milliers de je t'aime de Slimane, encore de Kenji Girac et Florent Pagny, In the Stars de Benoît Boone et Philippe Lavray, Keep It Simple de Vianney et Mika, euh, etc., etc., etc. Et en général, ça marche quand même très fort et c'est suivi par La chanson de l'été, un divertissement dans grande soirée musique sur TF1. Il n'y a pas que les chansons qui vont s'affronter ce soir-là, puisque sur France 2, vous pourrez retrouver la finale du top 14 de rugby, Ah. qui est un événement assez important, qui opposera La Rochelle à Toulouse. À noter que, comme pour la finale de la Ligue des Champions, la finale du top 14 est codiffusée, et là ce sera par France
par France 2 et par Canal+. Donc, c'est important de le noter. On continue samedi soir avec un très beau documentaire sur Arte avec Empire Inca, l'histoire révélée. C'est vraiment la première fois qu'un documentaire sort sur les Incas, mais pas avec la version des vainqueurs. On rappelle que cet empire, qui s'étendait de l'Équateur au Chili, a été conquis par les Espagnols. Et très souvent, on n'avait que la version des Espagnols sur les traces de l'Empire Inca. Et là, il y a vraiment eu, je sais, mon boulot, c'est d'enseigner l'histoire, donc ça m'intéresse particulièrement, mais je me permets de vous le dire parce qu'il y a vraiment eu des recherches qui ont été faites, menées par cette équipe de chercheurs, d'archéologues qui ont été suivis par ces journalistes et qui ont mis à jour plein de révélations, notamment sur l'alphabet inca, qu'on ignorait jusqu'à présent. Ça va révolutionner sans doute le monde de l'histoire, en tout cas pour ce qui est des civilisations d'Amérique du Sud. Ça s'appelle Empire Inca, l'histoire révélée. C'est sur Arte, samedi soir. Et à noter que sur Public Sénat, c'est rare que je vous en parle, la chaîne numéro 13 de la TNT, eh bien, vous aurez Jean Moulin. C'est même étonnant que Jean Moulin, finalement, n'ait jamais été incarné vraiment. Enfin, il l'a été il y a très longtemps, mais qu'il n'y a pas eu récemment un film sur lui au cinéma. Ce héros de la résistance. Et c'était en 2002 avec Charles Berling et Elsa Zilberstein et Émilie Duquesne. Ça avait cartonné à l'époque où le film avait été fait pour France 2. Eh bien, LCP, tout tranquillement, a récupéré les droits et vous propose donc de voir ce film, enfin ce téléfilm, en tout cas samedi soir. Et à noter la première diffusion du film dont tu ne m'as toujours pas prêté le Blu-ray, Fumer fait tousser. Ça arrive sur Canal Cinéma samedi 17 juin. Je vais donc arrêter de t'embêter avec ça puisque je pourrais le voir sur MyCanal. Et alors je me disais, c'est un peu. Je ne peux même pas le voir non plus parce que je ne sais pas où est le Blu-ray avec le déménagement. Ouais, je me disais, c'est dommage qu'il n'ait pas sa première diffusion sur Canal+, mais d'un autre côté, je me dis, c'est bien aussi Canal Cinéma, et c'est exclu. Et donc, samedi soir, Fumer fait tousser, ça va être chouette. Allez, on passe au dimanche soir, on passe à notre duel favori. Que te dire sur ce duel? Allez, on va commencer par France 2 pour une fois, avec un film inédit, donc ça c'est chouette de le dire, parce que ce ne sera pas le cas de TF1. C'est Envole-moi. Je l'avais vu en 2021 au cinéma avec Victor Belmondo et Gérard Lanvin. Ça raconte le personnage joué par Gérard Lanvin, il est docteur, il en a marre de voir que son fils fout un peu rien de ses journées, et il va lui proposer de rencontrer un de ses jeunes patients. C'est une comédie assez drôle et touchante, je ne sais pas si tu l'avais vu à l'époque. Non, mais il avait eu beaucoup de succès à la ouverture des ciné. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça m'a pas transcendé, on va pas se mentir, mais j'avais trouvé ça mignon. Et donc, je trouve ça chouette. À noter qu'en deuxième partie de soirée, du coup, France 2, finalement, Beau geste nous manque, mais il y a du cinéma. Et là, c'est un film inédit en clair. C'est un vrai bonhomme avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré. Ça raconte l'histoire d'un ado qui a du mal à faire sa rentrée au lycée. Et il va essayer un petit peu de copier son frère. Je ne sais pas si on avait entendu parler de ce film, il est sorti en 2019. Je sais que nous, on ne l'avait pas passé, il n'avait pas trop marché en salle, mais c'est toujours chouette de se dire que sur France 2, on aura deux films inédits, un à 21h10 et l'autre à 22h15. En face, David, je vais t'annoncer le nom d'un film de super-héros. Pour le coup, donc là, il y aura une vraie différence avec Envole-moi, mais qui, avec Ant-Man, attention, je le répète, avec Ant-Man, est sur le point d'être le film de super-héros récent le plus diffusé à la télé. Je te demande, à ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est un Marvel? Tu risques d'être sûr. Non. C'est pas un DC non plus, apparemment, parce que t'as eu un doute. Si, c'est un DC. C'est un DC. Un DC, c'est The Dark Knight, non? Non, ce sera Justice League de Joss Whedon. Oh! Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi TF1 le diffuse tout le temps. Alors, sur mon programme télé, il doit y avoir une erreur parce qu'il y a marqué réalisé par Zack Snyder, mais le film est annoncé ne faisant que 2h10. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être cool, franchement, TF1 qui diffuse la Snyder's Cut. Ça aurait pu avoir de la gueule. C'est bizarre parce qu'il me semble que la Justice League fait 1h59, celle de Joss Whedon. Alors, est-ce que c'est un... En tout cas, là, c'est marqué rediffusion, donc voilà. Ah ouais, non, c'est pas possible. Ouais. Mais je comprends. Alors, je fais pas partie des haters de Justice League comme beaucoup. Oui, non, mais bien sûr. Je vais même d'ailleurs vous dire que j'ai pas acheté le Blu-ray à la sortie, il fallait quand même pas déconner à ce point-là. Mais un jour, je l'ai trouvé à 10€. Il était passé à 10€ sur la Fnac 2 ou 3 mois après sa sortie, et du coup, je l'avais pris. Et je le déteste pas, mais de là, je ne comprends pas qu'il soit à ce point diffusé. Il y a une hype autour de Justice League chez TF1. Enfin, je sais pas, rappelons que Avengers Endgame a été diffusé sur TMC récemment. Et oui, c'est vrai. Et Justice League est sur TF1. Alors j'attends ton analyse, cher David, mais je suis un peu circonspect.
Je sais pas, je pense qu'ils ont des gars qui font les analyses à l'intérieur. Enfin, il y a des fois, autant pour Ant-Man ils se sont plantés complètement, autant les autres films, les audiences avaient à peu près tenu. Donc finalement, je sais pas, ça leur arrive quand même assez rarement de viser à côté. Je peux pas te Ouais, dire. Après, le grand public, ouais. dans tous les cas, que ce soit Joss Whedon ou Zack Snyder, ils s'en pètent les reins. Tant qu'ils voient Superman, Wonder Woman et Aquaman dans la même Ouais, team, finalement, que ce soit la version de Joss Whedon ou Snyder, ils s'en fichent un peu. Et là, pour le coup, c'est vrai que DC Comics étant un petit peu moins déjà vaste, et puis un peu moins, comment dire, pas grand public, mais les gens arrivent un peu moins à se repérer, je trouve, dans le DC Universe, finalement. Bah, faire voilà, un film de rassemblement comme ça un dimanche soir, ça peut fonctionner sans forcément que les gens aient vu les autres films. ça peut fonctionner. C'est vrai qu'ils le diffusent énormément, donc on va voir, on vous dira lundi. J'avoue que ça me ferait un peu mal au cœur qu'il fasse plus que Godzilla Kong, mais ça, on en Oui. reparlera. Sur Canal+, le Grand Prix du Canada, c'est vrai que c'est chouette quand un Grand Prix est en Amérique, du Nord ou du Sud, puisque du coup, il passe en prime time. Ce sera 15 heures chez eux, ce sera 21 heures chez nous. Et le Grand Prix du Canada, personnellement, c'est mon Grand Prix préféré Ah oui. depuis que je suis petit. Et je pense, alors non, enfin, c'est mon deuxième Grand Prix préféré. Mon préféré, c'est Imola, c'est l'ancien Grand Prix de Saint-Marin, Émilie-Romagne, parce que j'adore le circuit. Et je pense que c'était mon Grand Prix préféré d'enfance, le Canada, parce qu'il arrivait fin mai, début juin, mi-juin, et que je savais que les grandes vacances arrivaient. Et que le circuit est splendide parce que ça se passe à Montréal et ça se passe notamment autour d'une baie. Enfin, les Formule 1 sont autour de l'eau et je trouvais ça super chouette quand j'étais petit. Bref. Et donc voilà, ce sera dimanche soir sur Canal+. À noter que sur Arte, on aura de nouveau un western, hein, ça s'appellera Hombre. Alors, est-ce qu'il fera 1,8 million? C'est possible qu'il fasse un très bon score, puisqu'on l'a dit, en face, alors, notre pronostic, enfin moi mon pronostic, c'est qu'Envole-moi va battre Justice League, à mon avis. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai pas Oui, trop de bah doute c'est un là-dessus. inédit en plus, donc oui, c'est possible. Oui, oui, un film plutôt familial, Moi je pense que même plutôt haut au niveau de l'âge moyen. ouais, Oui, je pense que ça peut gagner, ouais. Complètement. il y a Par de contre, grandes chances. Pandéléo et Court est quand même vachement plus connu que Hombre, donc c'est possible qu'il fasse quand Ouais, même moins. ouais, ouais, c'est possible. Sur C8, un film avec Michel Serrault, Jean Lefebvre, la situation est grave mais pas désespérée. Là aussi, Ah, on voit qu'on glisse vers l'été. C'est des films de patrimoine, mais ils sont moins connus que ceux qui ouais, passent en c'est vrai. janvier. Je trouve ça C'est assez vrai. intéressant à analyser. W9, Les Dents, Pipi et Oli. Ah, bah tiens, on en a parlé il y a pas si longtemps, celui-là. Ouais, il n'y a pas si longtemps, sur M6, il était passé. Sur TFX, vous aurez les Gazelles. Euh, et, euh, et à ton avis, cher David, si on a eu Transformers Last Night la semaine dernière, donc tu sais qu'il va revenir à 18h20 le dimanche, et ça c'est très cool hein, que Sister les repasse l'après-midi plutôt qu'en deuxième partie de soirée, mais à ton avis, on aura quoi en prime time du Et coup? bah Bumblebee. Eh ben Bumblebee, tout à fait. Bumblebee qui arrive et qui sera donc Et c'est là le c'est dernier là film. que le problème survient, parce que j'ai encore eu une discussion avec Tacher et Tendre cet après-midi, où je lui ai clairement expliqué que Bumblebee n'est pas une suite de Transformers, et je me fais clasher sur Twitter, mais est bien un reboot de la saga, et je pourrais vous faire une émission spéciale pour vous expliquer pourquoi. Ça tombe bien, on vous ferait ça un jour où je suis pas là. Euh, et sur Canal Plus Cinéma, pour terminer, on aura Au Poste. Tiens, tiens, tiens. Ah, il est chouette, un Quentin Dupieux. On continue sur du Dupieux. Lundi 19 juin sur TF1 du football France-Grèce. Sur France 2, Abyss. On continue la série épisodes 5 et Bien 6. sûr. Euh, pour voir du cinéma, il va falloir aller sur Arte avec La Rivière Rouge. C'est un des rares westerns de Howard Hawks que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé, mais c'est marrant parce que j'adore les vieux films, mais j'ai toujours du mal à m'y mettre. Je sais pas si je suis le seul, mais Non, je suis pareil, je suis spontanément, je pareil. vais rarement les voir. Et pourtant, quand je les vois, ça me plaît. Mais la grosse attraction de ce lundi soir, tu le sais, c'est l'habitude des duels des blockbusters entre TMC et W9. Ouais, Sur TMC, le blockbuster, ce sera Forrest Gump. ok, Classique, classique. Robert Zemeckis, vous en avez l'habitude. En revanche, ce qui est très surprenant, c'est que W9 ne va pas passer de blockbuster, mais va passer un téléfilm, et un téléfilm inédit à la télé, Ah bah tiens. produit par M6. C'est très bizarre qu'un téléfilm inédit à la télé arrive sur W9. Pourquoi est-ce qu'il passe pas sur M6? Pourquoi est-ce qu'il arrive sur W9 un 19 juin, c'est-à-dire vraiment Ouais. un jour où on sait qu'il y a moins de monde devant la télé? Ça s'appelle Je te veux moi non plus, et c'est avec Inès Reg et Kevin De Bonne. Est-ce que ça te parlerait pas ça des fois? Ines Reg, c'est la comique qui a dit mets des paillettes dans ma vie, là, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mais c'est pas passé sur Prime, ça?
C'est pas un film Prime? Et ouais, c'est pour ça que je te dis c'est un téléfilm, mais en fait c'est une exclue Prime et Ah, M6 d'accord. a acheté les droits de diffusion. Ils y croient pas des masses pour le mettre sur Ouais, W9. bah oui, oui, Mais en j'imagine, tout ouais. cas, c'est assez rare de voir un film. Autant parfois on voit des séries. On avait vu Mm. Daredevil à l'époque de Netflix et Jessica Jones arriver sur TF1 Bah, Série on a Film ou vu sur TMC. les Mitchell contre les machines sur France 4 récemment. Ouais, exactement. Et là donc Je te veux moi non plus qui arrive sur W9 à voir parce qu'il sera face à Forrest Gump du coup. Il va être particulièrement intéressant à analyser ce duel du lundi soir. Ah oui, Et c'est complètement. Parce que aussi Forrest pour Gump fait ça, toujours des bonnes audiences, il me semble, ouais, hein. c'est aussi pour ça que j'aime l'été à la télé. Il y a des gens qui disent ouais, ça fait moins d'audience, c'est moins intéressant. Mais du coup, les chaînes, elles osent faire des trucs C'est qu'elles ça. oseraient jamais le reste de l'année. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et c'est comme ça qu'après, elles peuvent, si ça marche, prolonger ça plus tard. Sur TF1 Série Film, Le Placard de Francis Weber avec Daniel Ouais. Auteuil et Gérard Depardieu. J'ai beaucoup, beaucoup de tendresse pour ce film. Et sur Canal Plus Cinéma, Le Dain. Tiens, 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 ce serait Ah, pas un encore du Quentin Dupieux. Dupieux, ça? Mais qu'est-ce qu'ils nous font, Canal Cinéma? Et j'ai oublié de vous dire que le dimanche 18 juin, RTL 9, vous savez on en a parlé, ils ont refait toute leur image, etc. Ouais. Ils essayent d'acheter encore plus de films pour être encore plus percutants. Et dimanche soir, j'ai oublié de vous dire qu'il y a Capitaine Phillips avec Tom Hanks. Oh! Et Ah oui? c'est TF1 qui avait les droits jusqu'à présent. D'accord. Donc RTL 9 a shippé les droits à TF1. Et pour le coup, ça pourrait faire pas mal d'audience. Parenthèse fermée. Mardi soir, c'est une particularité, c'est là où je vous dis qu'on rentre dans l'été. L'année dernière, les jeudis soirs, à cette période de l'année, on a vu la 7e compagnie sur TF1. Ça avait cartonné. Ça avait fait des 4-5 millions de téléspectateurs, tout en sachant qu'en plus, ça coûte rien pratiquement à la diffusion. Et ça rajoute, tu sais que vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, on en a parlé, que TF1 est obligé de passer un quota de films français par an. Eh oui. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Eh bien là, figure-toi que on va avoir Taxi, le numéro 1 Mais de non. 98 en prime time sur TF1 mardi Trop soir. bien. Alors ça Ah, m'a c'est rappelé des chouette. souvenirs d'audience à plein de gens. Ah, carrément. Euh, Ça peut faire des bonnes J'exclus pas de audiences en le plus. regarder. Ça peut faire des bonnes audiences. Et à noter qu'en deuxième partie de soirée, c'est Taxi 3 qui enchaîne. Vous Ah allez bah peut-être vous tiens. dire c'est très bizarre. Pourquoi 1 et 3? Eh bien, tout simplement parce que le 2 sera en prime time la semaine prochaine. Je D'accord. pense ils risquent de faire 1, 2, 3, 4 et peut-être 5. Je ne sais pas si Taxi 4 sera en deuxième partie de soirée la semaine prochaine. En tout cas, c'est amusant de voir que c'est là qu'on voit que jamais l'hiver, jamais à l'automne, Ouais, vous ne ouais, ils auraient verrez jamais fait des ça, ouais. vieux films comme ça. Mais là, bam, Taxi en prime time sur TF1, c'est assez marrant. Puis bon, bah voilà. Sur Canal+, vous aurez Coup de théâtre. D'habitude, c'est un film à essai. Là, ce sera un film plutôt britannique. Une Ok. pièce de théâtre sur M6, Un couple magique. C'est une pièce de théâtre de Laurent Ruquier qui est sur France 2, mais aussi sur Paris Première et RTL, avec Stéphane Plaza dans le Sur rôle M6? titre. Sur M6, pardon, oui, sur M6. Et sur C8, Braqueur d'élite, pas des litres, hein, c'est pas un truc sur l'alcool. Cœur d'élite. Et à noter que pour contrebalancer le côté film familial de Taxi 1 sur TF1, la TFX va passer La Boussole d'or à la croisée des mondes, Ah, qui bien. était un film de 2007. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça pourra contrebalancer ça. Par contre, Énergie 12 risque de faire un petit peu de concurrence peut-être à Taxi avec Pattaya. C'était le nom de Ah ton oui. ancien voisin quand tu vivais à Moulins. Mais Pattaya, donc, qui va arriver, c'est là ça peut faire concurrence à Taxi. Et à noter sur Gulli, vous aurez Vic, le Viking, le film ce soir-là. Et l'école est finie sur Sister. Et tiens, sur Canal Plus Cinéma, eh bien, il y aura Steak de Ah bah Quentin tiens. Dupieux. Mercredi soir, c'est la fête de la musique. Donc forcément, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde devant la télé. Comme tous les ans, c'est à cette date, c'est comme le 14 juillet. Les deux dates de l'été Du coup, il passe que du porno où partout. les gens, bon, pas tout à fait, Grey's Anatomy sur TF1, ça fera encore moins que d'habitude. Bon, Par contre, France 2, la fête de la musique en direct, présentée par Laurie Tillman et Garou ouais. depuis Bon, ça Reims. c'est. Ouais. Il tourne un peu partout en France chaque année. Et évidemment, là, Ouais, ouais. c'est C'est surtout assez comme à classique, ouais. Noël, on va penser aux personnes seules, aux personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, ou qui n'ont pas envie de se mettre Ouais, dans une ambiance très festive, c'est qui ça. préfèrent vivre la fête de la musique à la maison. C'est plutôt une bonne chose, je pense. Ce sera diffusé donc sur France 2 à 21h10 ce 21 juin. Par contre, Canal+, fait je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais fait une petite programmation intéressante pour la fête de la musique, puisqu'ils vont diffuser Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, qu'on avait diffusé cet Ah, hiver, que très moi j'avais bien. beaucoup aimé. Et je trouve que pour la fête de la musique, c'est juste une très très bonne idée. C'est une première diffusion, hein. Ouais, c'est une première diffusion sur Canal, tout à fait. Mademoiselle Chambon avec Vincent Lindon, une comédie romantique sur Arte.
Sur Public Sénat LCP, les Beatles versus les Rolling Stones. Il y a bien une soirée musicale Ok, sur Public Sénat. C'est un sympa. documentaire, c'est assez sympa et rare de voir ça sur cette chaîne. Sur Sister, Crocodile Dundee 2. Et Ok. sur Canal Plus Cinéma, Réalité de Quentin Dupieux. C'est mon préféré perso. Ah, et ben ça tombe bien, je l'ai jamais vu. C'est le seul qui me manque, il paraît que c'est le meilleur. Moi, c'est mon préféré. Je n'ai pas pu le revoir depuis sa première diffusion sur Canal Plus. Je ne l'avais pas vu en salle, celui-là. Et je suis hyper frustré parce que Ah ouais. impossible de trouver le Blu-ray nulle part. Et j'étais vraiment prêt à me l'acheter en VOD. Et là, bah, il va être sur MyCanal. Donc, je suis trop content. Et Ah, David, il faut vraiment que tu super. puisses le voir. C'est Ah vraiment, bah carrément, carrément. moi, c'est mon préféré et de très loin. Je trouve qu'il est vraiment très qualitatif, celui-ci. Et voilà, pour mercredi. Jeudi, alors, HPI sur TF1, fin de la saison 3, hein, ce sera les derniers épisodes. Ah, Mais comme quoi, à l'approche de l'été, bah, il y a aussi HPI qui fait 7,8 millions. C'est-à-dire que ouais, les gens, quand ils veulent être ouais, devant la ouais, télé, ils c'est vrai. sélectionnent un peu leur soir aussi, hein. Indiana Jones et les crânes de cristal sur M6, puisque le 15 juin, on aura eu mon préféré, Bien sûr. à savoir la dernière croisade. Et du côté de la TNT, la grande bagarre de Don Camillo, donc Don Camillo 3 hein, sur C8. Du football espoir sur W9, France-Italie. Sur TMC, bah, le Transporteur 3, évidemment, c'est pas du tout illogique. Et puis, Au cœur de l'océan, sur TF1 Série Film, j'adore Oh ce, bah dis donc, ouais, j'adore ce je l'ai film pas vu. avec Chris Hemsworth. Avec Chris Hemsworth. J'ai le Blu-ray, je pourrais te Et le Tom Holland. et Tom Holland, bien sûr. Je pourrais te le prêter en Blu-ray, c'est de Ron Howard quand même, c'est pas n'importe qui le réalisateur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Et c'est je vrai. le trouve vraiment extrêmement réussi. Et en parlant de Blu-ray, sur Chéri 25, un film que j'ai en Blu-ray, mais je n'ai jamais encore regardé le Blu-ray, c'est Nouveau Départ avec Matt Damon et Scarlett Johansson, où ils vont Oh, il est chouette. partir fonder un zoo, si je dis pas de bêtises. Ouais, 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 Et, c'est un euh, chouette film, ouais, c'est mignon. et j'ai le Blu-ray, je ne l'ai pas encore vu, alors que la chaîne L'équipe Ah bah va bravo. passer le film Hitman. Ah, Ouais, c'est tout ce que ça nous fait, hein. oui, bon. Ouais, bah oui, écoute. Et sur Canal Plus Cinéma, eh ben tiens, Rubber, l'histoire du pneu tueur, et oui, j'ai bien dit du pneu Ah oui, tueur, euh, avec de Quentin Dupieux aussi. Et à noter quand même, Quentin Dupieux. chef-d'œuvre sur Paris Première, Il faut sauver le soldat Ryan. Super. Vendredi soir, pas de cinéma sur TF1, c'est le The Wheel, le cercle des 7. On a Hôtel du Temps sur France 3. Le premier n'avait pas marché Hmm. du tout, où il ressuscite une star morte. C'était sur Dalida. Mais France 3 a, Oui. a quand même racheté les droits, enfin, a quand même poursuivi l'émission. Ils vont lui donner sa chance une C'est deuxième Ardisson qui fois. fait ça, non? C'est Ardisson qui fait ça, tout à fait. Et là, ce sera avec Coluche. Donc D'accord. un personnage peut-être un peu plus populaire, on va dire, que Dalida, même si elle est populaire, mais peut-être encore plus. Et à noter que c'est Didier Gustin, qui est un imitateur de talent, c'est le doubleur de Cusco, et je le dis parce que je l'ai rencontré, il est venu dans notre belle Bourbon-Lancy il y a un petit mois de ça, j'ai échangé avec lui, il était adorable, et c'est lui qui va faire la voix, c'est vraiment un imitateur de grand talent. Sur le blockbuster de Canal+, ce sera le nouveau jouet. Ça c'est pareil, j'ai l'impression qu'on l'a passé il y a 15 jours au cinéma, et pourtant il est déjà Ouais, là j'avoue. avec Daniel Auteuil et Jamel Debbouze. Et sur M6, donc il y avait eu Jungle Cruise là il y a quelques jours. Le vendredi là qui arrive au moment où le podcast va sortir le 16, malheureusement il n'y avait pas eu de film. Et bien là il y a Attention au départ. Est-ce que tu t'en rappelles de ce film qui est sorti euh, Oui, c'est un film ouais, fort sympathique avec Commandeur et André Dussolier. et André Dussolier. Ouais. En deuxième partie de soirée à 23h, Jungle Cruise. Je suis trop content, il le Ah, repasse super, sur M6, super. mais voilà, c'est pas W9, c'est M6, donc je suis trop content. Et alors, en troisième, quatrième partie de soirée, hein, à Ant-Man. 1h05 du matin, vous avez Un prof pas comme les autres 2. Ah, j'ai vu le premier qui était sympathique, mais j'ai jamais vu le deuxième. Et il y en a trois en plus. Ouais, c'est ça. À noter que sur TMC, le vendredi soir, du coup, ils tentent des trucs. Ça n'a pas marché avec Spider-Man, mais là, ils retentent un truc. Ils tentent la série Visitors. Je sais pas si ça te parle, cette série, Ah, ça me dit quelque chose. avec Simon Astier. C'est une Ah oui, série. oui, 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 Ouais, c'était ouais, passé ouais. sur Warner. C'était une Ouais, série Warner TV. c'était une série Ouais, Warner TV et c'est TMC qui a récupéré les droits. ok, Bah écoute, on cool. espère pour eux C'est qu'ils feront mignon. plus que les 160 000 Ouais, de ouais, Spider-Man. j'espère. Et sur Gulli, on va scruter les audiences parce que là, c'est quand même fou que ce soit sur Gulli. Zootopie. Quand on sait l'immense carton qu'est Ah Zootopie, bah oui, on un pourrait vendredi s'attendre. soir? Alors, un vendredi soir, ouais. Bon, Moi, c'est bizarre. je suis un peu sur les fesses là. Je sais Bah pas ouais, carrément. pourquoi, mais en tout cas, c'est bien le cas. Il est là. Et sur TF1 Ok. Série Film, j'avais aussi beaucoup aimé ce blockbuster dont on a trop peu parlé à l'époque et malheureusement, du coup, il n'y aura pas de suite. C'est Mortal Engines, Ah euh, oui. qui était sorti en 2018.
un Je l'ai film de raté, celui-là. science-fiction que j'avais beaucoup aimé. Et puis enfin, je vais terminer en vous disant que sur Canal+ Cinéma, vous aurez Wrong, Wrong de Ouais, voilà. Quentin Dupieux. Je l'aime Et, beaucoup, celui-là. euh, et je peux déjà vous dire que le duel du dimanche soir de la semaine à venir sera le dernier duel du dimanche soir du mois de juin. Il n'est pas foufou, mais on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, et ça fait déjà polémique d'ailleurs, le Ah, film que diffuse cool. France 2 ce soir-là. Ça a fait polémique sur les réseaux sociaux quand France 2 l'a annoncé. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Eh ben merci beaucoup mon cher David pour cette émission encore très très complète. On se rejoint tous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On a encore plein de choses à vous dire. On a Et déjà là, on plein de sera choses l'un à côté de déjà l'autre. prêt. Et en plus, on sera en vrai, et ça sera beaucoup plus sympathique pour vous et pour nous. Une très bonne soirée à vous tous. N'oubliez pas de commenter, de partager, de nous écouter et d'en parler autour de vous. Une très bonne, et pas une très benne, puisque la benne c'est la poubelle. Une très bonne semaine à tous. Bonne semaine et vivement la prochaine fois. On a déjà hâte. Carrément. À bientôt. Salut.